La nuit est sombre et sinistre sur le champ de bataille, où de nombreux corps gisent éparpillés. Un corbeau regarde avec curiosité ce qui est tombé. Utilisant son bec, il commence à picorer. Puis il arrache une des parties, la transportant dans son bec. Il s'envole de là. Un autre corbeau est perché sur une lance brisée, ses yeux brillant dans l'obscurité nocturne. Quelque chose attire son attention. Dans ses yeux se reflète quelqu'un. Portant des vêtements différents de ceux tombés au combat, une femme est assise par terre. Elle tousse, faisant sortir un liquide rouge de sa bouche. Cela effraie l'oiseau. Gravement blessée, elle parle de la façon dont certaines personnes peuvent être terribles et se plaint, disant qu'elle n'aurait pas dû leur faire confiance. Quelqu'un marche, piétinant la saleté du champ de bataille. Une silhouette à capuche entourée d'une aura. Leur regard est fixé sur quelqu'un. Elle est surprise qu'il ait survécu à la bataille dont elle n'espérait pas son retour. La fille aux cheveux roses est choquée par la silhouette, surtout parce qu'il vient de la planète Terre. L'homme est Wei-Shan, connu sous le titre de lance fantôme. Tremblant, il fait face à la silhouette à capuche. L'homme incline la tête devant elle. Il a rempli sa promesse, et maintenant c'est son tour. Alors il demande quel est le souhait. Une toux l'interrompt. Alors la personne à capuche demande s'il souhaite être ressuscité. Gravement blessé, il fait sa requête. Son visage s'illumine. Elle se demande s'il a fait quelque chose d'encore plus absurde que ce qu'il a fait aujourd'hui. Pour le renvoyer, seule son âme peut partir, pas un seul fragment de son corps. Encore plus, étant donné à quel point il est blessé. Mais il semble conscient de ce qu'elle dit. Elle demande s'il veut que ses émotions et ses souvenirs de tout ce qui s'est passé ici soient envoyés. Mais même cela est une tâche compliquée, et il semble le comprendre avec un regard de tristesse. Des larmes coulent de l'œil qui n'est pas blessé. Une lumière descend et brille sur lui. Touchant sa tête, elle demande pourquoi il a demandé quelque chose comme ça au lieu d'être ressuscité, mais elle peut le comprendre. En regardant la femme allongée à côté de lui, elle sait qu'elle est une descendante de la famille royale. Blessée, la descendante dit que la vénérable gloutonnerie a raison. Le royaume est tombé et les portes ont été prises. Gloutonnerie dit que mourir est la meilleure option. Oubliant ses souvenirs, l'homme aura un endroit où retourner. Mais il ne souhaitait pas revenir, car il n'avait pas d'endroit où rester. La fille demande pourquoi elle n'a pas accordé ses requêtes, puisqu'elle semble si pleine de regrets. Et elle dit qu'il n'y a aucun moyen de ne pas l'être, puisqu'il est né avec une destinée pour mener les autres. Cela surprend la fille avec la révélation. La puissante dit qu'il est une étoile qui s'est démarquée, et qu'il est mort à cause de ses actions, déplorant qu'il ne les ait regrettées qu'à la fin. La femme avec un regard de tristesse ne sait pas quoi dire. Elle semble même pleurer ce qui s'est passé. Elle arrache la pierre qu'elle porte sur son collier. Même avec l'effort, sa main tombe au sol. Sa main s'ouvre, révélant la pierre brillante. La Codée comprend ce que c'est. La fille dit qu'elle espère qu'elle n'a pas oublié le serment royal, et Gloutonnerie dit que sa requête peut être accordée. Mais la fille veut savoir ce qu'elle peut faire pour elle. Ses yeux remarquent quelque chose d'étrange. Le monde est fini, et il n'y a rien d'autre qu'elle souhaite, sauf récompenser le terrien pour avoir préservé l'honneur jusqu'à la fin. Gloutonnerie dit qu'il ne peut pas revenir dans le passé, seuls ses souvenirs sont un rêve, et demande si cela ne la dérange pas. Mais la fille dit qu'elle a déjà reçu un cadeau de la mort et qu'au moins, elle avait un terrien comme lui. La silhouette dit qu'ils périront tous les deux et veut être sûre qu'elle souhaite vraiment satisfaire sa requête à ce point. Elle donne un petit sourire, même dans un moment de douleur. Puis, pleinement conscient de tout, il confirme son souhait. Les énormes ailes noires de Gloutonnerie s'étendent largement, balayant tout sur leur passage. Avec un geste de la main, elle lui fait signe de s'approcher. Levant son autre main, une sphère d'énergie flotte dans l'air. La fille tombée est enveloppée par cette énergie rayonnante. Ses vêtements déchirés sont enlevés de son corps. Un malaise arrive au garçon. La pierre se déplace vers sa poitrine, et la déesse déclare qu'elle attend avec impatience le moment où elle les rencontrera à nouveau. Elle attend que cela se produise. L'énergie monte vers le ciel, soulevant la pierre eau, qui maintenant encore plus brillante, commence à se fissurer. Elle se brise alors en morceaux, et les fragments se dispersent à travers le ciel. La roue de la roulette tourne avec une bille à l'intérieur. Les gens applaudissent et essaient de deviner sur quel numéro elle va atterrir. L'homme est nerveux alors qu'il porte sa main à sa bouche. Il pousse plus de jetons sur la table et parie tout sur le numéro 0. C'est la nuit, et les lumières de la ville brillent. Deux hommes allument leurs cigarettes. Ils regardent le garçon, visiblement irrité, donner des coups de pied dans une poubelle. L'un commente qu'il a dû perdre son prêt immobilier, mais l'autre n'est pas d'accord, disant qu'il l'a vu il y a au moins 4 ans et est surpris qu'il ait encore l'air si jeune. L'homme dit qu'il doit avoir environ 20 ans et est relativement célèbre, mais l'autre insiste sur le fait qu'il n'a pas toujours été aussi remarquable. Cependant, il était très compétent il y a environ 1 an, sachant toujours quand placer ses paris. Cela surprend l'homme qui demande ce qui s'est passé. Mais il n'y a pas beaucoup d'informations, seulement qu'il a commencé à se plaindre de ne plus pouvoir voir quelqu'un ou quelque chose comme ça. Le garçon a l'air vaincu alors qu'il s'appuie contre la poubelle. Il se demande pourquoi sa chance a cessé de fonctionner. Son souhait est d'avoir une chance de plus, et avec un bon jeu, il pourrait recommencer. Puis une idée lui traverse l'esprit, et il décide qu'il a besoin d'argent. Dans un café du centre-ville, un grand homme aux cheveux blancs entre et s'approche du comptoir. Il fait glisser son téléphone sur la surface.
Avec un geste désinvolte, il demande le numéro du barista, mais celle-ci refuse immédiatement, le laissant frustré. Une personne lui donne 5 points pour l'apparence physique, une autre lui donne 5 points pour son visage, et une autre lui donne 5 points juste pour ses vêtements. Il totalise donc 15 points, ce qui, bien que surprenant pour eux, n'est toujours pas suffisant, et la barista demande à parler elle-même. La porte s'ouvre une fois de plus, et la barista se tourne pour accueillir le client. Mais elle trouve étrange la personne qui vient d'entrer. C'est à nouveau le garçon avec une expression sévère sur son visage. Il la dépasse simplement et commande un americano, mais il s'assoit pendant que les autres regardent avec curiosité. La fille à lunettes déclare que le paiement est à l'avance, mais une autre personne décide de préparer le café quand même. La machine est allumée et prête. Pendant ce temps, elle moud les grains. Des gouttes tombent dans la tasse pendant que les autres retournent à leurs tâches. Une fois prêt, le café est livré. La fille avec des lunettes semble quelque peu déçue qu'il ne semble pas s'en soucier beaucoup. Puis soudain, il a demandé à parler au responsable. Surprise, la femme demande s'il y a un problème. Tenant un insecte, il affirme qu'il était dans son café. Dégoûtée, elle dit qu'une telle chose n'arriverait jamais. Irrité, il élève la voix et demande si elle le traite de menteur. Cela la rend encore plus anxieuse, mais un autre employé lui touche l'épaule. Elle dit qu'elle va gérer la situation. Tirant une chaise, elle s'assoit devant lui, puis lui demande ce qu'il pense faire. Et comme si de rien n'était, il répond qu'il demande simplement une compensation pour détresse émotionnelle, ce qui la choque. Il dit qu'il a un cœur très fragile et qu'il a été profondément ébranlé en voyant l'insecte dans sa boisson, mais elle ne semble pas tout à fait y croire. Puis il répète ce qui lui a été dit une fois, que c'était fini. Et après cela, elle a cessé de lui parler. Alors il demande à la responsable Lee Seon-hwa comment elle compte résoudre le problème. Pendant un moment, elle reste silencieuse. Avec un soupir, elle sort son téléphone de sa poche. Il dit qu'il lui a envoyé un peu d'argent quand elle étudiait à l'étranger, et avec ironie, il remarque qu'il pensait qu'elle avait oublié. Il demande si c'est tout car il se souvient avoir envoyé de l'argent pour qu'elle n'ait pas faim dans un pays étranger. Avec un tapotement, elle effectue le virement. Son téléphone vibre dans la poche de son pantalon, il le saisit et voit la notification. Ses yeux s'écarquillent, mais il n'est pas satisfait que ce ne soit que 2001. Et elle dit que c'est tout, et qu'il n'y a plus de lien entre eux. Cela semble l'avoir déçu. Et YO Seon-hwan remarque quelque chose de différent. Mais en frappant du poing sur la table, il demande si elle se moque aussi de lui, la laissant stupéfaite. Il dit qu'il se retenait et demande si elle pense qu'il est une sorte de mendiant. Mais YO Seon-hwa semble un peu plus confuse. Irrité, il dit qu'il ne peut pas être traité comme ça car elle s'est accrochée à lui quand elle avait des problèmes, et avec un peu d'argent, elle a changé. Entendre tout cela fait trembler tout son corps. Des larmes tombent mouillant son tablier, et elle demande ce qui lui est arrivé. Il semble surpris et en même temps confus par la question. Yusemwa en pleurs dit que c'est lui qui a le plus aidé, et que tout était à cause de lui. Même quand elle voulait abandonner, il était la seule raison pour laquelle elle continuait. Un souvenir de leur temps ensemble lui revient. Puis elle demande comment il a réussi à se détruire autant, le rendant tendu. Il a l'air usé par ses mots, mais avec colère, il dit que tout est à cause de ça, s'il n'avait pas perdu. Depuis qu'il était très jeune, il avait une capacité. Étant spécial depuis son jeune âge, il suffisait de concentrer son attention sur ses yeux. Alors tout s'illuminerait de lumière verte, et rien ne se passerait s'il ne s'impliquait pas dans ces lumières. Au sommet d'un rocher se dresse un lion, qui ne brille pas. Cependant, s'il s'impliquait dans des choses qui n'avaient pas cette couleur, le garçon est fasciné par la créature, qui l'attaque, et plus de la moitié du temps, les choses sans cette couleur signifiaient qu'il arrivait quelque chose de mauvais. Il y avait donc une petite chance que quelque chose se produise. Et pour le prouver, il a choisi le casino. Debout devant le bâtiment, il pense à son idée. Dans son année de jeu, c'était comme si la déesse de la victoire était à ses côtés. La roulette tourne rapidement. Progressivement, elle ralentit. De plus en plus lentement, sur le point de s'arrêter. Alors le garçon peut enfin célébrer sa victoire. Une fois qu'il a commencé avec 101, et en seulement 2 jours, il a fait 5000. Et chaque jour qui passait, la quantité d'argent augmentait tellement qu'il ne pouvait même pas la compter. Cependant, en utilisant sa capacité plus fréquemment, il a commencé à souffrir de migraines et d'insomnie. Quant à la lumière verte qui apparaissait si facilement, avec ses yeux brillants, il se force à l'activer. Parce que maintenant, il fallait plusieurs minutes de concentration pour qu'elle apparaisse, et même alors très faiblement. Puis un jour, après être tombé très malade, toute sa chance avait disparu. Cependant, il était déjà devenu un accro au jeu, et il a donc commencé à perdre tout ce qu'il avait. Par une belle nuit alors que certains s'amusent, d'autres comme lui sont seuls. Il boit toute la bouteille, puis s'essuie la bouche avec sa veste. Avec le peu d'argent qui lui reste, il veut juste faire un gros pari pour remettre les choses sur les rails, tombant au sol à cette pensée. Il n'a aucune idée de comment y arriver. Alors qu'il est allongé là, le temps passe et il s'endort. Soudain, une lumière apparaît près de lui. Elle devient plus forte et plus verte et prend la forme d'un prisme. La forme est complète, brillant d'une lumière bleue, et elle se dirige vers son front. Toujours endormi, inconscient de quoi que ce soit, le prisme entre dans son esprit.
Maintenant dans son rêve, c'est comme regarder un film à l'intérieur de sa propre tête, où divers monstres sont les ennemis. Un puissant chevalier se bat contre eux. Même s'il se bat brièvement, le chevalier est vaincu, et au moment de sa chute, une silhouette encapuchonnée apparaît. Il se tient la tête baissée, l'air regrettable. Ses propres larmes trempent son visage blessé et taché. Il n'a plus de force, juste la volonté de recommencer. Puis Ju Seol se réveille les yeux grands ouverts. Il se redresse rapidement, se sentant comme s'il sortait vraiment d'une bataille mortelle. La sueur coule sur son visage terrifié, et on a l'impression qu'une terrible douleur l'a frappé. Il se demande pourquoi il a fait un rêve aussi terrible. Tremblant encore des séquelles, il saisit une cigarette et la met dans sa bouche. Yukuzil expire la fumée tout en essayant de se calmer, ne comprenant pas pourquoi son cœur souffre autant. Regrettant et se sentant comme un idiot, il se demande ce qu'il a fait, honteux de ses actions. Il baisse la tête, se torturant à propos de toutes les mauvaises choses. Soudain, il se lève d'un bond. Il a l'intention de rendre ce qu'il a pris, mais pour l'instant, il doit arranger les choses. Alors il fouille dans la poche de sa veste. Ses yeux s'écarquillent alors qu'il regarde autour de lui et ne trouve rien. Après avoir vérifié toutes ses poches, il conclut qu'il ne l'a pas sur lui. Ju Seol n'arrive pas à croire que cela se produise vraiment. Même après avoir cherché partout où c'était possible, il ne l'a pas sur lui. Ce qui reste à penser, c'est que quelqu'un a dû le prendre pendant qu'il dormait. Il envisage la possibilité que cela ait été enregistré sur une caméra de surveillance. Le jeune homme voit le train passer et tend la main comme s'il voulait l'attraper. Mais l'idée semble vite ridicule. Riant de sa propre stupidité, il se demande comment il pourrait même mettre la main dessus. Tout cela le laisse frustré. Puis, irrité, il crie à cause de la perte de son argent. Il se sent de plus en plus vaincu et commence à descendre les escaliers sans énergie. En entrant dans l'eau, sa pensée est que la seule chose qui reste est de mourir. Pour lui, cette décision est meilleure que de vivre comme ça, et il est profondément désolé à Sunwoo de l'avoir prise. Il s'excuse également auprès de ses parents en pleurant, son reflet scintillant dans l'eau. Enfin, une larme tombe de son œil, et lorsqu'elle touche l'eau, elle brille en vert. La lumière grandit à mesure que la larme se mélange. Cela surprend un peu Ju Seol. Il est également confus, ne comprenant pas ce qui se passe. La lumière devient encore plus forte, et tout autour de lui commence à briller d'une lumière verte, le laissant impressionné et se demandant si la lumière est revenue. Cette fois, les larmes semblent être dues à l'émotion alors qu'il se demande comment cela est possible. Quelqu'un s'approche de lui. La femme dit que l'eau est assez froide ces jours-ci. Elle semble très calme cette nuit, puis dit qu'elle est venue parler avec lui. Ju Seol est très surpris par la femme devant lui. Une fois de plus, elle explique pourquoi elle est là, et il semble que cela lui donne mal à la tête. Pour lui, c'est comme un déjà-vu, bien qu'il soit plus certain d'avoir vu quelque chose comme ça dans son rêve. Elle lui demande ensuite de monter, disant que même si la vue est belle d'ici, pour elle, c'est un jour un peu spécial. Montrant sa carte, elle se présente comme Anna Kim, directrice chez Shine Young. Le jeune homme monte les escaliers avec ses baskets mouillées. Alors qu'il s'approche, elle tend la main, et il prend la carte en lisant les informations. Soudain, il trouve étrange que l'expression bouclier humain lui ait traversé l'esprit et se demande pourquoi il pense à quelque chose comme ça en ce moment. Mais Anna Kim veut aller droit au but car ils n'ont pas beaucoup de temps. Elle retire la bandoulière de son sac de son épaule et lui montre ensuite le sac ouvert rempli de billets de 1. La femme le met alors au défi de faire un pari. Ju Seol regarde curieusement la liasse d'argent. Cela semble bien trop tentant pour l'homme, le laissant encore plus pensif à ce sujet. Mais il répond qu'il ne joue plus et qu'il veut savoir comment elle le connaît. Et elle demande qu'est-ce que cela importe et dit qu'il pourrait tout gagner en un seul coup. Cela couvrira son énorme dette. Brutalement, il dit que cela ne la regarde pas et exige que Anna Kim réponde à sa question. Reprenant son calme, elle dit que cela faisait partie de la collecte de données avant les négociations commerciales et s'excuse de ne pas l'avoir mentionné plus tôt. Il demande de quel genre d'affaires il s'agit. Encore une fois, elle dit qu'elle est directrice et qu'elle veut l'embaucher. Mais pour cela, Ju Seol doit écouter. Cela lui fait se demander pourquoi Shine Young voudrait l'embaucher et quel genre de pari c'est. Mais ce n'est même pas le plus gros problème. Pour Kim, il y a quelque chose de plus important. Anna Kim sourit d'une manière étrange, et tout ce à quoi il peut penser, c'est un bouclier humain. Alors il refuse sa proposition. La femme semble incrédule de ce qu'elle vient d'entendre et demande s'il ne va même pas écouter. Une fois qu'il aura entendu les conditions, il verra qu'il n'a rien à perdre, mais Ju Seol dit qu'il va bien. Devant l'accepter, elle dit qu'il est très déterminé. Puis elle prend son téléphone, et en le regardant, dit que par coïncidence, la place vient d'être prise. Anna Kim s'excuse pour le dérangement et lui souhaite bonne chance. Et avec cela, elle se tourne pour partir. Cependant, l'homme lui demande d'attendre, et elle semble satisfaite que son plan ait fonctionné. Se tournant pour le regarder, elle lui demande de parler. Alors Ju Seol dit que tant que ce n'est pas un contrat, sans cela, il est prêt à l'écouter. Anna Kim ne comprend pas tout à fait ce qu'il a dit, et avec confiance, il dit qu'il préfère que ce soit une invitation plutôt qu'un contrat. Un monstre géant avec une énorme boule de fer enchaînée à son poignet la lève dans les airs. La créature essaie d'attaquer Ju Seol, et tout se passe si vite, comme un éclair de lumière. Le chevalier transperce le monstre,
puis déclenche une autre frappe avec son arme, émergeant indemne avec la créature tuée au sol. Du coin de l'œil, il remarque quelque chose. D'autres monstres féroces arrivent. Et dans ce rêve, il est passé d'une bataille à l'autre, se battant toujours désespérément pour sa vie, jusqu'à ce qu'il ne puisse finalement plus le supporter et s'effondre au sol vaincu. Et au moment de sa fin, il a fait un plaidoyer à la déesse, la suppliant d'avoir la chance de recommencer sa vie. C'était la seule fois où il s'était senti ainsi. Cependant, dans ce rêve, tout a commencé lorsqu'il a rencontré cette jeune femme. Elle ne semble pas aimer l'idée que ce soit une invitation au lieu d'un contrat. Alors elle l'accuse, lui demandant s'il fait déjà partie de cet autre côté. Mais avec beaucoup de patience, Joseol dit qu'elle, plus que quiconque, devrait savoir que ce n'est pas le cas. Alors Anakim pense que s'il en faisait vraiment partie, il y aurait une marque sur lui, et l'homme apparaît propre. Elle demande qui l'a recruté. L'homme réfléchit un peu avant de répondre, puis dit que cela n'a pas d'importance, la laissant encore plus choquée. Elle trouve étrange qu'ils connaissent la différence entre un contrat et une invitation. Joseol dit que c'est tout l'intérêt. Il veut juste une invitation. Alors Anakim lui demande d'expliquer pourquoi il veut cela. L'homme dit que c'est assez évident. S'il y a un choix sur l'échelle, une invitation serait préférable. Elle demande pourquoi elle devrait utiliser sa précieuse invitation sur un joueur inutile, et il dit que ce serait un problème si elle ne le faisait pas. Cela la choque. La société pharmaceutique Xignan a fait beaucoup parler d'elle depuis qu'elle a développé un médicament il y a des années, et il pense qu'elle est liée à l'autre monde. Désespérée, elle demande ce qu'il va faire à ce sujet et s'il pense vraiment que les gens croiraient un toxicomane du jeu. Mais il dit que ses supérieurs ne seraient pas heureux de savoir qu'elle n'a même pas pu gérer une invitation, ce qui l'enrage, et elle le maudit. Joseol dit qu'il ne veut pas aller trop loin, alors elle a juste besoin de lui donner une invitation. Cependant, la femme dit que les deux choses sont complètement différentes, et qu'elle n'est pas capable de délivrer une invitation. Intelligemment, il a posé des questions sur la précieuse invitation qu'elle a mentionnée plus tôt. Mais Anakim ne ment pas pour donner une invitation. Elle a besoin d'une permission. Une fois de plus, elle fouille dans son sac, en sortant son téléphone. Elle déverrouille l'appareil pour l'utiliser, et la femme n'a qu'une seule mission avec lui. Elle devra le garder en sécurité, car bientôt elle devra l'utiliser. Dans un souvenir au pied de la statue de la déesse, elle demande si ce sera vraiment bientôt. La déesse dit qu'elle se retrouvera dans une situation où elle n'aura d'autre choix que de l'utiliser. Quelque chose de petit et de brillant apparaît dans sa main. C'est un objet différent de tout ce qu'elle a vu avec un symbole dessus. Ce qui se passe ne peut être que ce dont la déesse a parlé, ce qui laisse la femme irritée. Pour Anna, il est un privilégié qui, au lieu d'être un esclave, ressemble plus à un vétéran qui a passé des années de l'autre côté. Et en plus de cela, il y a une prophétie à son sujet. Avec peu de choix, elle envisage d'accepter, mais il y a des conditions. Alors Joseol lui dit de le dire. La condition est qu'il doit promettre tout de suite qu'il n'a jamais été dans l'autre monde auparavant, et bien sûr, il le promet. La condition est qu'il doit lui dire ses secrets, qui il a rencontrés, et ce qu'il sait sur ces personnes, mais que l'homme ne peut pas faire. Alors elle demande s'il ne ferait même pas cela pour une invitation spéciale. Cela suscite sa curiosité et son intérêt. Joseol y réfléchit un instant, laissant la femme dans l'attente. Cependant, il refuse, disant que peut-être il lui dira un jour s'il apprend à lui faire confiance. Pour lui, garder ses rêves secrets est nécessaire, et c'est son seul avantage. Anakim semble un peu fatigué pour une dispute, alors elle accepte. Sa condition finale est que s'il parvient à entrer, il doit faire affaire avec eux avant quiconque. Joseol pense que si elle a utilisé ces mots, elle a probablement renoncé au contrat d'esclavage. Elle dit que s'il n'est pas un idiot, il n'aura pas de mal à entrer, et elle se fiche de la méthode utilisée pour que cela se produise. Alors il accepte les conditions, ce qui est excellent pour elle. Elle se tourne pour fouiller à nouveau dans son sac. La couleur dorée brille déjà dans sa main. C'est l'objet doré qu'elle a reçu de la déesse. Demande si c'est le sceau. Anakim lui saisit le bras et, irrité, lui dit que c'est sa vie. Elle lui tatoue le symbole sur la main. Une lueur apparaît. Il la regarde, ne comprenant pas ce qui se passe. Sa main brille encore plus fort, et la marque se grave dans sa peau. Puis elle commence à disparaître lentement. Joseol est surpris quand elle disparaît complètement. Anakim pousse alors une enveloppe vers lui. Elle dit que c'est à lui de la lire et que le portail s'ouvrira cette nuit à 22h30. Elle lui demande de régler toutes ses affaires même si elle n'est pas sûre qu'il ait quoi que ce soit à résoudre. Et, bien sûr, elle lui dit de ne pas se faire éliminer. Sinon, elle le traquera pour tout récupérer. Elle tape du pied fort sur le sol et se tourne pour partir, laissant Joseol avec peu de choix. Mais ensuite, elle s'arrête, se souvenant de quelque chose qu'elle devait rendre. Une liasse de billets est lancée. L'homme l'attrape avant qu'elle ne touche le sol. C'est l'argent qu'il cherchait. La femme l'avertit de ne pas dormir n'importe où et lui rappelle qu'il pourrait mourir de froid. Sans rien de plus à dire, elle s'en va. L'argent est enfin avec lui. Joseol vérifie l'heure sur son téléphone, se souvenant qu'il doit s'occuper de certaines choses avant l'ouverture du portail. En regardant l'argent, il pense à Sunhwa. Au café, le personnel a demandé au gérant de se reposer pendant qu'il nettoie le magasin. L'air fatigué, Sunhwa est assise. Soudain, quelqu'un entre,
la surprenant un peu. C'est encore YOCOL. Cela l'agace, et elle crie que ce n'est même pas une journée complète depuis qu'il a reçu l'argent. Bien qu'elle dise que ce n'est pas la raison, elle exige qu'il parte. Elle lui dit de partir avant qu'elle n'appelle la police pour trouble à l'ordre public, ce qu'il trouve scandaleux. Attrapant son bras, JUCOL lui demande de se calmer et d'écouter ce qu'il a à dire. La fille retire son bras en disant qu'il n'y a plus rien à dire. Elle dit qu'il vaut mieux qu'il soit parti quand elle reviendra. Désespéré, il la supplie d'attendre. Mais YOCOL a fermé la porte, et seules les personnes autorisées peuvent entrer. Les filles parlent entre elles, puis les trois gardent la porte pour qu'ils ne puissent pas entrer. Plein de regrets, JUCOL comprend que tout cela était inévitable. Il regarde l'horloge sur le mur, puis demande aux filles de remettre quelque chose quand YOCOL reviendra. Après avoir allumé une cigarette, il descend la rue. Puis il court pour ne pas perdre plus de temps. Pendant ce temps, YOCOL ouvre légèrement la porte et demande aux filles s'il est déjà parti. L'une d'elles confirme et lui remet l'argent qu'il a laissé derrière lui. QCOL est dans une ruelle derrière le café. Vérifiant l'heure sur son téléphone, il se demande s'il devrait envoyer un message. De retour à l'intérieur, YOCOL se précipite hors de la porte du café, paniquée. Elle regarde autour d'elle à la recherche de quelque chose. La femme remarque de la fumée provenant de l'arrière du magasin. C'est lui qui se tient là, utilisant son téléphone. Soudain, un vortex de lumière apparaît au-dessus de sa tête. La lumière est un portail magique. Puis il disparaît avec elle. Sur le sol, seul son téléphone et la cigarette encore allumée sont laissés derrière. Au moment où la jeune femme arrive, il est déjà trop tard. Elle entre dans la ruelle. Yuzenoi ramasse le téléphone par terre, et la dernière chose que l'homme faisait était d'envoyer un message. La fille regarde au-delà de l'horizon, ne sachant pas ce qui lui est arrivé. Le plafonnier est allumé. Il semble lui faire mal aux yeux, le faisant les fermer. Mais lentement, il commence à s'adapter. JUCOL est allongé dans son lit, tremblant. L'endroit est très sale, avec des emballages de nourriture éparpillés partout. Il est surpris de se retrouver dans sa propre chambre. Puis, après s'être levé, il ouvre la fenêtre. Cependant, il remarque qu'il n'y a personne dehors. Son téléphone sonne à cause d'une notification. Sur l'écran, il y a un message lui demandant de le lire. Le jeune homme prend le téléphone, l'air impressionné. Le problème, c'est que ce n'est pas son téléphone. Mais malgré tout, il le prend, et soudain, un avertissement apparaît indiquant que l'enregistrement de l'utilisateur est terminé. Il y a une notification pour un message. Curieux, il appuie dessus pour voir de quoi il s'agit. C'est une directive lui demandant de se rendre à l'auditorium de l'école Paradis dans le délai affiché. Il a 9h45 pour s'y rendre. Le nom École Paradis attire son attention. L'endroit est assez grand avec un terrain de sport spacieux. JUCOL traverse le grand campus. Pour se repérer, il lit les panneaux. Il réalise que Paradis se réfère à l'école, contrairement à son rêve où cela ressemblait plus à un fantasme. Le jeune homme trouve toujours étrange qu'il n'y ait personne d'autre dans la rue, comme s'il était la seule personne au monde. Il continue de marcher dans la région. Puis, d'après les indications, il trouve enfin l'auditorium de l'école Paradis. Alors qu'il monte encore les marches, quelqu'un l'attend déjà. Bientôt, il se retrouve face à face avec elle. La fille le salue gentiment. Pour JUCOL, elle semble être une étrangère. Sans rien lui dire, il essaie de franchir la porte. Mais la blonde tend la main. Puis elle tend l'autre, et il ne comprend pas. Avec les deux mains tendues, la fille semble s'attendre à ce qu'il lui remette quelque chose. La seule chose à laquelle il peut penser est qu'elle attend de vérifier son invitation. Dans une pièce bondée, une femme dit qu'ils veulent juste qu'il montre le contrat. Il y a des gars assis sur des chaises qui ont l'air désintéressés et qui veulent seulement s'amuser. L'un d'eux dit quelque chose sur le fait de se retrouver là parce qu'ils sont inutiles. QCOL devient un peu curieux à leur sujet, mais il remet la lettre que lui a donnée Anakim. Elle l'ouvre et remarque immédiatement que le papier est froissé. Dès qu'elle commence à lire, la fille est visiblement impressionnée. À tel point que Chéan commence à trembler. Bien qu'il ne semble pas impressionné, il veut juste comprendre sa réaction. Elle s'incline devant lui comme elle le ferait devant quelqu'un de très important. Cela surprend JUCOL et attire l'attention de tout le monde dans l'auditorium. Enfin, elle lui fait signe d'entrer. La situation le rend un peu nerveux. Mais de toute façon, il est guidé par la femme. Elle lui indique gentiment où il doit s'asseoir. Encore plus nerveux, il accepte son siège. Une fois de plus, la jeune fille s'incline devant lui. Et, bien sûr, les gens restent curieux à ce sujet. Un des hommes demande pourquoi elle a fait ça, et celui avec les cheveux platines se souvient qu'il n'a pas eu le même traitement. Maintenant que la femme est partie, tout le monde regarde JUCOL. Lui, cependant, veut juste savoir qui sont ces gens, mais tout le monde retourne à ce qu'il faisait avant. Soudain, une autre migraine frappe JUCOL. Maintenant, les gens l'entourent. Cela le rend méfiant, son cœur bat la chamade à cause de l'anxiété. Le jeune homme se souvient que dans son rêve, il était debout, et apparemment la situation a changé. La porte claque. Quelqu'un crie en demandant si tout le monde est là. Sur scène, un homme en uniforme les salue. Il se présente comme Anne et dit qu'il sera leur guide. Anne dit qu'il comprend que tout le monde doit avoir beaucoup de questions, mais pour l'instant, ils doivent suivre le programme.
il leur a demandé de penser aux fenêtres d'attributs ou simplement aux attributs, et que, sauf autorisation, personne d'autre ne pourra les voir. Naturellement, Joseol pense aux fenêtres d'attributs. Soudain, un écran apparaît devant lui. Pas seulement pour lui. Tous ceux qui y ont pensé sont surpris par ce qui apparaît devant leurs yeux. Un peu confus, un homme demande à une femme ce qu'est une capacité native tandis qu'un enfant dit à sa mère qu'il ne voit rien. Cela rend Anne curieux, et il demande si l'homme a une capacité native. Mais l'homme le nie, disant que rien n'est écrit. Alors Anne dit de ne pas s'inquiéter, car il est normal que les humains n'en aient pas. Cela attire l'attention de Jusil. Après tout, l'écran dit qu'il en a deux. Le jeune homme est un peu choqué par l'information. Il a la prescience, qu'il croit liée à son rêve et se demande si le point d'interrogation est sa capacité native. Cependant, il préfère ne rien révéler aux autres tandis que Ham passe à l'étape suivante. Il leur a demandé d'activer la catégorie de marque, soit par la pensée, soit en parlant à voix haute. Une personne hésite, ne sachant pas quoi dire. Mais ne comprenant toujours pas grand-chose, ils prennent le risque. Une jeune fille active la catégorie de marque. Un symbole apparaît au-dessus de sa tête, clairement visible, à tel point que l'homme derrière elle est surpris. Curieux, il décide de prendre le même risque et dit les mêmes mots. Alors une marque similaire apparaît au-dessus de sa tête. Plus de gens suivent, activant la marque de bronze. Anne range les papiers dans ses mains. Puis il les lance en l'air. Chaque papier flotte, s'organisant en cercle. Puis il se transforme simplement en sac. Anne explique qu'une boîte aléatoire sera donnée à ceux qui ont la marque de bronze comme avantage, bien qu'aucun bonus d'invitation ne sera accordé. Alors que la jeune fille commence à les distribuer, il dit qu'il est sage d'utiliser les avantages dès qu'ils sont reçus. Après tout, il serait dommage de mourir sans les utiliser puisque le tutoriel commence bientôt. Puis il remarque qu'il y a deux personnes avec la marque d'argent. Cela l'excite d'être le guide cette fois-ci. Les deux personnes sont Monsieur Kang-suk et Mademoiselle Yoko Seora. Deux autres papiers sont lancés en l'air, puis se transforment en les mêmes boîtes, cette fois en argent. Contrairement aux marques de bronze, ils recevront des avantages grâce à l'invitation. Pour lui, c'est un soulagement que la jeune fille l'ait reçu. Puis Anne finit par remarquer Juasi là, et il exige que le jeune homme active sa catégorie de marque. L'homme explique une fois de plus comment cela doit être fait. Ses yeux semblent lourds de fatigue jusqu'à ce qu'ils s'ouvrent soudainement en grand comme s'ils étaient sur le point de sortir. À sa grande surprise, Joseol possède la marque d'or. Anne est extrêmement surpris car c'est la première fois qu'il en voit une et dit que dans toute l'histoire, il n'y a eu qu'une seule personne avec elle. Il ne voit jamais une réaction étrange de la jeune femme à côté de lui, mais la jeune fille se moque juste de sa réaction. Tenant l'invitation de Joseol à la main, il annonce qu'ils sont en présence de quelqu'un d'important. Cela oblige tous les autres à se fixer sur lui, même à brûler d'envie. Tout comme les autres, il reçoit une boîte. C'est la seule de couleur or. La jeune femme la lui tend. Avant de partir, elle lui donne un coup de pouce, ce qui rend le jeune homme nerveux. Curieux comme les autres, Anne lui demande d'ouvrir l'avantage immédiatement. Joseol l'ouvre, recevant 5000 points de survie, une marque de survie et un journal d'un certain étudiant mis à jour. Il regarde sa fenêtre lorsque le téléphone dans sa poche vibre. 3 cubes brillants sont à l'intérieur du sac. Anne parle de ces boîtes et dit qu'elles sont très faciles à ouvrir. Il ouvre la boîte de nécessité, qui cherche ce qui est le plus nécessaire pour le moment. Impressionné, il regarde la fenêtre, et la compétence de prescience réagit avec l'éveil d'une nouvelle capacité. La compétence évolue en 9 yeux devenant vert pour l'observation générale. Pour cela, il doit confirmer. Joseol est toujours très confus par toutes ces informations. Quelque chose attire son attention, et à côté de lui se trouve Yoon Seora. Son écran lui est visible, et le jeune homme semble un peu surpris. Il verrait apparemment aussi les fenêtres des autres. Cela le rend méfiant puisqu'Anne avait dit que seul le propriétaire pouvait voir sa fenêtre d'attribut. La boîte est ouverte, et il reçoit un parchemin. De cette façon, sa compétence évolue en 9 yeux. Avec des yeux de couleur jaune, il gagne une attention concentrée. L'orange est un avertissement pour rester à l'écart. Le rouge signifie qu'il devrait se retirer immédiatement. La boîte est si brillante qu'elle l'aveugle presque. Toujours incapable de voir clairement à cause de la lumière, il se souvient d'un souvenir d'une femme lui disant à quel point ses yeux sont beaux. Un souvenir de quand il était petit et qu'on lui disait qu'ils étaient comme les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Encore abasourdi par ce qui s'est passé, Anne lui crie dessus, voulant savoir si toutes les boîtes ont été ouvertes. Alors Joseol confirme. L'homme sait que pour le bien de tous, les boîtes peuvent accorder des avantages incroyables sans égard à l'équilibre. Le jeune homme dit qu'il a reçu un message pour vérifier sa fenêtre d'attribut, et Anne pense qu'il peut le laisser passer car ce ne doit être qu'une amélioration. Et excité, son intérêt est de faire démarrer le jeu. Tout le monde semble être d'accord, mais quelqu'un demande d'attendre. Une participante leur demande d'attendre et lève le bras. Cela ne plaît pas à Anne, qui est sur le point de commencer, et il demande ce qu'elle veut. Elle dit qu'elle et le reste de son groupe n'ont pas reçu de sac d'avantage. Anne explique qu'ils sont seulement pour ceux qui ont été invités, mais elle insiste sur le fait qu'ils étaient deux et veut connaître la raison de la différence. L'homme dit que c'est simple. Le groupe d'avantage a été invité après une évaluation approfondie. Quant à eux, ils ont été amenés par des contrats. Ensuite, Anne ajoute qu'elle a déjà assez souffert des conséquences du monde réel.
Cela donne un mauvais pressentiment à Shine 100A, qui tremble même de peur. L'homme dit qu'elle a eu suffisamment d'explications et veut commencer, mais une autre personne ne semble pas non plus satisfaite. L'homme s'indigne en disant que peu importe comment chacun est arrivé, il mérite une meilleure explication, et il demande avec colère pourquoi ils ont été regroupés. Mais Han dit qu'il va comprendre par lui-même car il est déjà trop tard. Il tapote l'écran de son téléphone avec un sourire malicieux. Tout le monde dans l'auditorium reçoit une notification sur son téléphone. Kyu Seol tient son téléphone. Le message du guide indique que la mission tutoriel, s'échapper de l'auditorium, a commencé, et son journal a été mis à jour. Han leur souhaite une merveilleuse année scolaire et beaucoup de chance. Les gens sont confus par ce qu'il dit alors qu'il disparaît avec la fille à côté de lui. Pendant ce temps, Ju Seol lit le guide sur Underscane l'auditorium et atteindre la zone d'attente au 2e étage du bâtiment principal dans les 3 heures. Cela inquiète profondément le jeune homme. Soudain, quelque chose frappe violemment contre la porte, essayant d'entrer, ce qui effraie tout le monde. Ju Seol se lève de sa chaise, puis il active sa capacité oculaire. La porte émet une lumière rouge, et il comprend qu'il ne devrait pas s'approcher. Il continue de frapper à la solide porte en métal, et une partie de la structure s'effondre sur le sol. Cela rend les gens encore plus effrayés, mais les coups sur la porte continuent jusqu'à ce que quelqu'un prenne l'initiative et leur dise de la bloquer pour empêcher qu'elle ne soit ouverte. La fille attrape l'une des chaises et court aider. Elle utilise l'objet pour bloquer la porte, mais quoi que ce soit, il continue de pousser et de plus en plus de personnes courent pour l'aider. Le groupe tient la porte. Un des garçons crie à l'aide. La force qui frappe la porte est si forte que 3 personnes sont repoussées. Il tombe au sol, extrêmement épuisé. Mais même ainsi, il se relève pour aider une fois de plus. Cela demande beaucoup d'efforts de la part de l'équipe. Pendant ce temps, Ju Seol recherche des informations sur son téléphone. Il lit un journal qui parle de bloquer la porte de l'auditorium d'une manière ou d'une autre. Une information intéressante dans le journal dit que le bloquer était inutile, mais que pendant le chaos, la personne a fini par découvrir un trou. Les coups sur la porte s'arrêtent. L'un d'eux demande s'il est parti, et tout le monde le croit. La fille épuisée s'effondre sur le sol. Kang-suk dit qu'il est en feu depuis le début, et que cela a fait picoter son corps. Il dit à ses coéquipiers qu'il est temps de fouiller l'endroit. Alors cet homme l'appelle. Avec un regard mécontent, Kang-suk se tourne vers lui et demande à l'homme s'il lui parlait. L'homme veut juste savoir quel est son plan, et Kang-suk dit simplement d'enquêter, laissant l'homme incertain. Puis il pointe un endroit précis. Yoon Se-ora est sur scène en train d'enquêter derrière les rideaux. Elle remarque alors quelque chose et tire le rideau pour mieux voir. L'homme n'est pas sûr de ce qu'il recherche, mais avec la porte bloquée, Kang-suk dit qu'ils doivent trouver quelque chose d'utile. Cela a du sens pour lui, alors il propose d'aider. Mais Kang-suk lui dit de faire ce qu'il veut, affirmant qu'il n'est pas là pour donner des ordres. Pourtant, l'homme dit qu'il finirait plus vite si lui et son groupe aidaient. Cependant, le jeune homme ne semble pas très intéressé. Cela laisse l'homme confus. Kang-suk tourne le dos en disant qu'il fasse ce qu'il veut puisque l'affaire est déjà réglée, laissant l'homme furieux. Irrité, l'homme le traite de loser sans valeur. Le jeune homme s'arrête et laisse échapper un long soupir. Ensuite, c'est Shine 100A, qui le traite de sacré enfoiré égoïste et dit qu'il ne pense qu'à lui dans une situation comme celle-ci. Kang-suk lui demande de répéter ce qu'elle vient de dire. Frustrée, elle demande s'il n'a pas remarqué tout le monde là après tout. Il y a aussi des femmes et des enfants, mais cela ne semble pas beaucoup lui importer. Beaucoup semblent aussi irrités qu'elle, tandis que d'autres restent pensifs sur la situation. Mais le jeune homme donne un sourire légèrement ironique, puis demande ce qu'elle veut de lui puisqu'ils ont déjà assez de soucis. Shine 100 dit que c'est pourquoi ils ont offert de l'aide, comme si ce n'était rien. Il se moque de l'offre, ce qui semble la contrarier encore plus. Alors Kang-suk demande pourquoi elle lui déverse tous les bagages, l'irritant davantage. Et il affirme de nouveau, en disant qu'il réalise qu'ils essaient de l'utiliser et dit aux personnes inutiles comme eux de se pousser de son chemin. La femme serre les poings, tremblant de colère. Mais YAE Seol intervient pour empêcher une plus grande bagarre et dit qu'ils ont besoin de toute l'aide qu'ils peuvent obtenir, donc ils doivent travailler ensemble. Le jeune homme dit n'importe quoi et propose à elle et à son frère de rejoindre son équipe. Suspicieuse, elle demande pourquoi il veut les faire entrer, et Kang-suk dit simplement qu'il semble utile, ce qui met en colère Shine 100A, qui demande comment il pourrait savoir ce qui est utile ou non. Avec un sourire, il dit que c'est simple et explique que c'est parce qu'ils ont été invités tous les deux. Quant aux autres, il dit qu'ils ont été entraînés à cause d'un contrat. Ces mots rendent la jeune femme encore plus furieuse. Alors Kang-suk appelle quelqu'un, et c'est Ju Seol qui se tient au milieu de l'auditorium. Il se tourne pour voir qui l'appelle, et Kang Seol demande s'il ne veut pas déjà terminer le tutoriel et dit que ce sera facile s'il se joint à eux. Le jeune homme semble réfléchir un instant, tandis que tous les autres le regardent en attendant une réponse. Dans ses pensées, Yi Seol prie pour que tout le monde soit aidé et non abandonné dans cet endroit. YO Seol ferme les yeux, et quand il les ouvre, la couleur est verte. Il voit la couleur verte sur les gens, et il en va de même pour la porte qui est sécurisée. Mais la couleur de Kang-suk est orange, lui demandant de faire attention à lui. La vraie surprise, cependant, est YE Seol, à qui n'a aucune couleur du tout. Cela laisse Ju Seol profondément pensif,
et il ne sait pas vraiment quoi dire ou faire jusqu'à ce que soudain, tout autour de lui devienne rouge, signalant une évacuation immédiate. Plus de boum éclate, effrayant tout le monde. Cette fois, les coups semblent venir de sous le plancher, et les gens veulent savoir ce qui se passe. Certains d'entre eux pensent même que cela pourrait être un tremblement de terre. Mais Jusséol leur crie de courir. Tout le monde décide d'écouter et court comme on leur dit. Les gens sont désespérés de sauver leur vie. Au milieu du chaos, Lee Seong-jin finit par se blesser à la cheville. En conséquence, il tombe au sol. Sa sœur remarque ce qui lui est arrivé. La fille se précipite pour aider et le supplie frénétiquement de se lever rapidement. Un cercle sombre apparaît sur le sol derrière lui, et il se brise soudainement, envoyant des morceaux voler partout. Du trou, des crochets attachés à des cordes émergent. L'homme panique en essayant de comprendre ce qui se passe, et les frères et sœurs sont sur le point de s'échapper avant d'être pris. Cependant, l'un des crochets se dirige droit vers eux. Réalisant cela, Lee-seol pousse son frère hors du chemin. Il frappe le sol fort en tombant. Désespérément, il regarde sa sœur. La fille agit maintenant comme son bouclier humain, puis quelque chose la frappe avec une grande force. C'est le crochet attaché au câble, qui tire ensuite la fille vers le trou. Désespéré, Lee Seong-jin crie après sa sœur et supplie les autres de l'attraper. L'homme dit à sa femme de prendre leur fille et de la tenir éloignée du chaos. Pendant ce temps, Lee-seol est à moitié à l'intérieur du trou, et les autres luttent pour la retirer. Seol et les autres regardent simplement la scène se dérouler. Alors Yin Sang-min leur dit à tous d'aider. Les gens restent figés, incertains s'ils devraient vraiment s'impliquer. Une des femmes rejoint le groupe. Mais pour Jusséol, il est déjà trop tard. Seong-jin s'accroche désespérément à sa sœur, et le jeune homme remarque le regard dans ses yeux. Alors il lui demande d'aider à sauver sa sœur. Les gens autour d'eux le regardent, murmurant qu'une personne avec la marque dorée n'aide pas. Et Jusséol se sent obligé d'agir, alors il court pour aider. De l'intérieur du trou vient un cri terrible, suivi d'une giclée de liquide rouge qui trempe Lee-seol. Quelque chose commence à s'enrouler autour du corps de la fille. En conséquence, les autres tombent au sol. Une autre guerre les effraie, et le corps de la fille commence à trembler alors que le trou commence à se refermer. Ses jambes, toujours sorties, tombent à plat sur le sol. Lee Seung-jin se précipite vers sa sœur. Désespérément, il attrape son pied et tire pour la sortir. La scène est absolument horrible et laisse tout le monde sous le choc. Seule une partie de Lee-seo reste, et du trou, quelque chose commence à émerger. L'homme est le premier à le remarquer, une créature terrifiante avec des yeux rouges et des dents monstrueuses et irrégulières. Il sort du trou, montrant à quel point il est massif comparé à eux. Le monstre ouvre son énorme bouche et rugit une fois de plus. Ses pieds, sortant du trou, n'ont que 3 griffes épaisses et pointues. Terrifiés, les gens s'enfuient de la scène. Pendant ce temps, Yoon Seora se cache derrière la scène, tremblant de peur. Les gens courent vers la porte. La dame en rouge essaie d'enlever la chaise qui empêchait auparavant quelque chose d'entrer. Jung Min-woo la pousse, la frappant au visage. Il enlève facilement la chaise, et avec elle, il court vers le monstre. Avec toute sa force brute, il jette la chaise en métal sur la créature. La chaise vole vers elle, mais est arrêtée par l'un des crochets. Puis elle s'écrase au sol sans toucher le monstre. Les gens essaient d'ouvrir la porte, et un Kang-suk désespéré les supplie de se dépêcher. Mais le monstre bondit en avant et atterrit sur quelqu'un, l'écrasant sous son poids. La créature rugit à nouveau, et les gens courent paniqués, cherchant de l'aide. Avec ses crochets, elle frappe tout le monde, tranchant la chair sur son passage. La créature étrange et terrifiante révèle son énorme langue. La porte s'ouvre enfin, et tout le monde court vers la sortie. Jusséol fait partie de ceux qui fuient. Cependant, son inquiétude est qu'il ne comprend pas pourquoi il n'est même pas légèrement nerveux. Il se demande si c'est parce que ça ne semble pas réel du tout. Puis il s'arrête à côté d'une tige métallique et fixe l'objet. Il lui donne un coup de pied comme pour essayer de se souvenir de quelque chose. Le jeune homme ramasse le bâton, et en le faisant tourner sans effort dans sa main, il pense que la réponse est évidente. Il manie sa nouvelle arme. Puis il se souvient du combattant de son rêve et imite la même posture de combat. Pour lui, ce n'est rien. Les autres courent pour se sauver, tous se dirigeant dans la même direction. Mais Kang-suk dit à son équipe d'aller dans l'autre sens. Pendant ce temps, Yin Sang-min reste immobile, observant tout. 2 groupes se séparent alors qu'ils fuient. Il regarde vers la porte de l'auditorium détruite, mais décide finalement de courir avec eux. Pendant ce temps, le monstre terrifiant montre ses dents pointues, mais Jusséol ne semble pas perturbé. Le monstre charge en avant avec ses crochets et sa bouche grande ouverte, prêt à attaquer, et une aura orange entoure le jeune homme. Il frappe la créature. L'impact n'est pas puissant, mais suffisant pour l'arrêter net. Son œil de lézard rouge sent quelque chose. Le monstre cherche la sortie de l'auditorium. La barre de fer tombe au sol. Cela effraie beaucoup Jusséol. Il ne comprend pas tout à fait ce qu'il vient de faire. Pendant ce temps, le groupe de Kang-suk essaie de trouver un abri. Jung Min-woo utilise toute sa force pour ouvrir une porte, mais cela semble être une tâche impossible même pour lui. Et Kang-suk explique qu'il n'y parviendra pas en utilisant la force brute seule, tandis qu'à l'arrière-plan, Yin Sang-min se dirige dans une autre direction. Cela ne passe pas inaperçu pour lui. L'homme se dirige vers les fenêtres et ramasse l'une des nombreuses plantes en pot à proximité.
Voyant cela, Kang-suk dit que c'est attendu de l'un des invités d'utiliser sa tête et remarque sarcastiquement qu'il a été invité précisément pour réfléchir. Le verre de la fenêtre est brisé, et Yin Sang-min essaie d'atteindre le loquet jusqu'à ce que ses yeux s'écarquillent. Du morceau de verre sur le sol, la réflexion du monstre est visible. Puis il crie que la chose est sortie. Cela envoie toute l'équipe dans un état de panique. Un Kang Seok désespéré crie pour que la porte soit ouverte immédiatement. Du coin de l'œil, il remarque quelque chose. C'est Kamen Sang-min qui s'enfuit, et il le traite de lâche merde. Le trou dans le sol est taché du fluide de la fille, et Ju-seol se souvient que cela a été mentionné dans le journal. Puis il se souvient de ce qui restait d'elle dans son esprit. Pour lui, peut-être, Ju-seol aurait pu survivre si elle n'avait pas autant hésité. Il cherche la scène. Ju-seol reste cachée là, tremblant de peur. Elle essaie de se convaincre d'ouvrir les yeux, se disant qu'elle est venue en sachant ce qui pouvait arriver, mais tout cela l'effraie. Très prudemment, elle essaie de jeter un coup d'œil et voit que tout le monde est parti, y compris le monstre. Pendant ce temps, Ju-seol mène sa propre enquête. En utilisant la lampe de poche de son téléphone, il examine attentivement tout ce qui l'entoure. Il continue d'avancer prudemment, et suivant les instructions de son téléphone, il semble qu'il ait atteint le bon endroit. Il y a un message. Kang-suk, Yi-Young-sik et Min-woo ont atteint la zone d'attente au 2e étage, ce qui le surprend. Il a la carte de la zone principale au 2e étage. Une zone est marquée en rouge, et il veut comprendre ce que cela signifie. Quelque chose approche derrière lui, et il le remarque rapidement en se retournant. Du couloir, il ne peut voir qu'une lampe de poche. Tout ce qu'il fait, c'est éteindre la lumière de son téléphone. Ju-seol a peur d'être découvert. Quelqu'un vient de l'obscurité, guidé par la lampe de poche. Cependant, heureusement pour Ju-seol, la personne ne trouve rien. La personne continue de se rapprocher tout en fouillant la zone, et Ju-seol s'inquiète d'être repéré. Pour être sûr, il utilise sa capacité oculaire. Une lumière verte illumine la personne, et il remarque qu'il n'y a pas de changement de couleur. Même ainsi, il ne sait pas quoi faire jusqu'à ce qu'il se souvienne de la fenêtre d'attribut. Avec juste une pensée, il parvient à l'activer. C'est ainsi qu'il découvre que la personne est Yin Sang-min. L'homme continue de marcher, indifférent. C'est-à-dire que Yin Sang-min s'approche encore plus. Puis il confirme que le jeune homme est de la marque dorée et dit qu'il lui a fallu un certain temps pour le trouver. Suspect, le jeune homme demande ce qu'il veut. Yin Sang-min dit qu'ils vont gagner ensemble et que survivre seul serait difficile même avec la marque or. Mais Ju-seol veut savoir pourquoi, puisque l'homme aurait plus d'avantages avec le groupe de la marque argent, et Yin Sang-min pense qu'il demande ça juste pour le tester. Ça ne convainc pas le jeune homme. Alors, étant direct, il dit qu'il ne tolère pas les désavantages ou l'injustice, et que ces types sont livrés à eux-mêmes. Avec sa capacité des 9 yeux, Ju-seol regarde la fenêtre de l'homme. L'homme trouve ça un peu étrange. Son tempérament est égocentrique, cherchant toujours le gain personnel, son aptitude est au-dessus de la moyenne, et il a de forts instincts. Tous ces traits mettent Ju-seol en alerte. Puis il dit à l'homme qu'il a besoin de lui demander quelque chose. Il veut savoir pourquoi il est allé vers la fille quand elle était traînée dans le trou. Le jeune homme se souvient de Yin Sang-min courant vers elle, puis criant aux autres de l'aider, étant le seul à le faire. Alors, Ju-seol demande quel avantage il aurait à essayer de la sauver. Il dit aussi qu'il aurait pu mourir si les choses ne s'étaient pas déroulées comme prévu. Yin Sang-min dit que c'est assez simple. Il voulait juste gagner la confiance de tout le monde. Le jeune homme ne comprend pas tout à fait ce qu'il veut dire par là. Puis il explique que si ça avait marché, il serait vu comme un sauveur, et les gens se sentiraient redevables envers lui, faisant tout ce qu'il pourrait pour lui. Mais il regrette d'avoir complètement échoué. Ju-seol pense que tout est froidement calculé et que la sincérité est juste une tactique pour gagner sa confiance. Yin Sang-min dit qu'il suivra ses ordres et qu'il est aussi prêt à se mettre en danger pour lui. Le jeune homme réalise que c'est comme une hiérarchie et demande ce que l'homme retire de quelque chose comme ça. Il dit que ça lui donne une meilleure chance d'arriver vivant à la fin parce que de son point de vue, les chances sont meilleures de cette façon. Ju-seol comprend qu'il abat ses cartes sur la table et ne semble pas très préoccupé par ça. Au moins, il pense que l'homme est plus facile à gérer que Kang-suk. Il ne reste plus qu'à se présenter en disant que son nom est Seol. Yin Sang-min dit que le nom sonne comme celui d'une fille et qu'il fera de son mieux pour le rembourser. Mais le jeune homme demande pourquoi, puisqu'ils n'ont encore rien fait. Yin Sang-min demande ce qu'il prévoit de faire et dit qu'il aimerait entendre le plan, et Ju-seol dit simplement qu'il doit le trouver, le laissant confus. Puis il explique que c'est pour ça qu'ils ont eu 4 heures. Ailleurs, les choses ne semblent pas bien se passer. Dehors, tout est vide et silencieux. Pendant ce temps, les survivants se cachent. L'homme dit que l'entrée principale est bloquée par un mur invisible et les monstres dans l'auditorium. Sa femme veut savoir quoi faire, et il pense que la seule façon est de monter au 2e étage comme l'autre groupe. Frustré, l'homme dit que s'il avait su que ça arriverait, il les aurait suivis. Il blâme sa femme d'être allée dans l'autre direction, et elle se défend en disant qu'elle essayait juste de s'échapper. Shin-san, je vais regarder la situation désagréable se dérouler. Dans un autre coin, Yo Sung-jin pleure la mort de sa sœur. Pendant ce temps, la dame en rouge demande ce qu'il va faire et s'il a une idée brillante. L'homme pense à un nouveau plan. Avec ses yeux, il remarque quelque chose.
Il voit la fille au manteau bleu se promener dans la zone, et avec un sourire, il dit qu'il a bien un plan. Juséol explique que la mission est simple, même avec l'anomalie du monstre, et que malgré le temps donné, l'auditorium est proche du bâtiment principal. Yin Sanmin est d'accord puisque Kang Suk et son groupe ont déjà terminé leur mission. Juséol pense qu'il y aura d'autres missions, et l'homme veut comprendre pourquoi ils ont eu autant de temps. Il répond que c'est pour qu'ils puissent mettre la main sur ce dont ils ont besoin. Yin Sanmin demande si ce serait une arme pour vaincre le monstre, mais il dit qu'il ne sait pas si c'est une option. Il cherche autre chose. Curieux, l'homme demande ce que ce serait alors, et la réponse est qu'ils le trouveront là-bas. Yin Sanmin demande quel est cet endroit où il vient d'ouvrir la porte. Et comme si c'était évident, Juséol dit que c'est le bâtiment principal. Pendant ce temps, l'homme demande si tout le monde a compris ce qu'il a dit. À en juger par leur réaction, ils ne semblent pas beaucoup d'accord. Alors Shine San demande s'ils doivent vraiment aller jusqu'au bout. Avec arrogance, l'homme demande si elle a un meilleur plan que le sien. La dame en rouge est la seule qui semble confiante dans son plan, demandant qui dit qu'il devrait mourir ici. Shine San regarde la femme de l'homme. Mais la femme détourne rapidement le regard comme si elle avait peur de quelque chose. Comme personne d'autre ne dit rien, l'homme dit qu'il devrait commencer et chercher quelque chose de plus approprié. Chaque personne part dans une direction différente. Il fouille toutes les zones possibles. Pendant ce temps, la dame en rouge demande au garçon s'il prévoit de rester dans le même état. Dans la même position, Lee Seong-jin ne semble pas beaucoup s'en soucier. Alors Shine San a dit qu'elle comprend ce qu'il ressent, mais qu'il ne devrait pas abandonner après tout. Il y a une raison pour laquelle ils sont là. Le jeune homme ne réagit pas au-delà des gémissements. Elle demande s'il laissera la mort de sa sœur être vaine. Cette déclaration semble frapper le garçon. Il se souvient de sa sœur joyeuse, puis quelqu'un crie que c'est trouvé. L'homme dit alors qu'il est temps pour eux de commencer. Dans une autre partie du bâtiment, Yoon Seo rafouille dans des affaires. Elle examine des papiers jusqu'à ce qu'elle trouve enfin ce qu'elle cherchait. La fille lève le papier vers son visage. Soudain, elle entend un bruit. C'est le monstre qui chasse ses victimes. Elle se cache rapidement sous une bibliothèque. La créature semble sentir quelque chose et regarde à travers la fenêtre. Pour éviter d'être trouvée, la fille se couvre même la bouche avec ses mains pour rester silencieuse. Le monstre est sur le point de partir jusqu'à ce qu'une pierre soit lancée sur la fenêtre, brisant la vitre. L'objet atterrit juste à côté d'elle. Cela attire l'attention de l'horrible créature. C'était le garçon qui a frappé la fenêtre, et l'homme célèbre ce qu'il a fait. Et le garçon se vante, disant qu'il leur avait dit qu'il était lanceur dans l'équipe de basketball. Celle en rouge demande s'il devrait y aller, mais l'homme explique qu'il doit être sûr que la créature est entrée. Un des jeunes garçons dit qu'il ne voit toujours rien. Le bâtiment est sombre sans signe de personne marchant à l'intérieur. La porte est ouverte par le monstre. Alors que US Sierra est de plus en plus terrifié, sentant son cœur battre fort. Avec son énorme bouche, le monstre cherche quelqu'un, et la fille ferme les yeux. Il repère les restes de verre de la fenêtre sur le sol, ce qui le fait regarder dehors. C'est alors qu'il voit le petit groupe fuir. Le monstre saute à travers la fenêtre, faisant écarquiller les yeux de tout le monde de peur. L'homme dit à tout le monde de courir. Il est devant, portant sa fille. Le garçon de basketball exhorte tout le monde à courir vers l'arrière. Pendant ce temps, le monstre semble choisir sa cible. Quelqu'un trébuche sur une pierre en courant, et le monstre le remarque immédiatement avec ses yeux rouges. Puis il se précipite pour attaquer, révélant son énorme langue et ses dents acérées. Le garçon au sol est terrifié, tandis que la créature est impatiente de le dévorer. Mais le lanceur lance quelque chose sur le monstre. Texte. Maintenant, toute l'attention de la créature se tourne vers lui. Les autres continuent de courir pour sauver leur vie. L'homme repère bientôt la porte en fer, et essaie de l'ouvrir, comme le groupe précédent l'a fait. Il réussit à l'ouvrir, et ceux qui restent tentent. Mais San est très hésitante. Elle regarde le trio en danger, mais l'homme arrogant lui crie d'entrer, ce qui l'effraie. Il n'y a pas d'autre choix que d'obtempérer, et quand elle entre, l'homme ferme même la porte, et non content, la verrouille, pour qu'il n'y ait aucun risque que quelqu'un d'autre l'ouvre. Inquiète pour les autres, elle lui demande ce qu'il fait. Puis il montre le monstre et dit qu'il est déjà trop tard pour eux, mais elle dit seulement qu'il n'était pas nécessaire de la verrouiller. Il dit qu'ils ont besoin d'autant de temps que possible. San essaie de dire quelque chose, mais il l'interrompt rapidement et lui demande si elle pensait qu'elle survivrait sans se salir les mains. Il dit aussi qu'elle ne devrait pas laisser son sens de la justice causer la perte de tout le monde. Agacé, il passe devant tout le monde. San regarde une fois de plus sa femme qui évite le contact visuel. La femme dit à sa fille, et Jin, qu'elle devrait partir. San a été sur le point de partir avec elle jusqu'à ce qu'elle remarque Sung-jin debout là. Curieuse, elle lui demande s'il pense de la même manière, et le garçon a l'air assez intimidé. Mais il dit seulement qu'il ne pourrait pas les sauver. Cette réponse les laisse tous les deux bouleversés par ce qui s'est passé. Pendant ce temps, Juséol et Sanmin enquêtent sur le bâtiment. Il braque sa lampe de poche sur la façade du magasin, et Juséol dit que c'est quelque chose que le gars n'a pas mentionné puisque personne ne l'a demandé. Puis il dit que c'est la limite de temps et les conditions du tutoriel. En entendant cela, Sanmin a peur, il pense que ce n'est pas étonnant que le jeune homme ait la marque d'or. À cause de cela,
son plan est d'atteindre le même niveau en restant à ses côtés. Kang-suk n'a pas la même valeur. Ju-seol s'approche de la porte du magasin. Il est sur le point de l'ouvrir quand l'autre lui demande d'attendre. 100 minutes dit de lui laisser faire. Après tout, ils ne savent pas ce qui pourrait les attendre à l'intérieur. Et pour le rassurer, il dit de l'utiliser pour ce genre de choses. Le magasin ne semble pas présenter de danger ni de signe que quelqu'un y soit allé. L'homme illumine l'endroit avec la lampe de poche de son téléphone. Prudemment, il traverse la zone. Pendant ce temps, Ju-seol l'attend dehors. Le jeune homme est calme pendant qu'il attend, et profitant de l'instant, il active sa capacité des 9 yeux. Le magasin s'illumine complètement en vert. Puis une fois de plus, la porte s'ouvre, et Sam dit que tout est clair à l'intérieur. Faisant confiance surtout à sa capacité, le jeune homme acquiesce simplement. Le plan est de chercher de la nourriture dans tout ce qui pourrait être utile en cas d'urgence. En fouillant dans un sac, Sam dit qu'avec ça, il pourrait battre le monstre, peut-être même l'éliminer. Et en pensant à cette possibilité, Ju-seol vérifie son propre sac. Remarquant cela, l'homme commente que même les sacs sont différents et qu'il divise les choses presque également. Puis Ju-seol réalise que c'est la valeur de la marque d'or. Pendant qu'il marche, Sam demande s'ils vont chercher des armes, et le jeune homme dit qu'il se dirige directement vers le haut parce qu'il y a quelque chose qu'il a besoin de vérifier. Montrant l'escalier, le jeune homme dit que la salle d'attente est à l'étage, ce qui rend Sam curieux de savoir comment il le sait. Puis il montre le téléphone. Cela surprend l'homme voyant une carte qu'il n'a pas reçue, mais tout cela grâce au privilège. Sam demande si cela signifie qu'ils n'ont pas besoin de monter tout de suite. Tapant sur un écran, Ju-seol lui dit de regarder. La carte est très zoomée et détaillée. Il explique que les points étaient tous bleus, mais quand Kang-suk et son groupe sont arrivés, tout est devenu rouge, et l'homme demande si cela l'inquiète. Puis il dit que le groupe a 3 personnes, et qu'il y a 3 points rouges, ce qu'il ne croit pas être juste une coïncidence. Y réfléchissant, Sam admet que c'est logique. Soudain, quelque chose lui traverse l'esprit, et il demande si ceux qui arrivent obtiennent les privilèges. Mais Ju-seol dit que non parce qu'ils auraient été avertis. Alors Sam dit que la seule chose qui reste à faire est de vérifier. Le jeune homme attend en bas des escaliers. Du haut, Sam regarde autour de chaque coin, vérifiant le danger. Voyant que tout est clair, il annonce que c'est sûr. Alors que l'un est nerveux, l'autre est complètement détendu. Montrant une porte, Sam dit qu'il croit qu'elle mène au couloir du premier étage et demande s'il devrait la fouiller. Mais Ju-seol dit que non, qu'ils ont déjà ce dont ils ont besoin et qu'il n'y a aucune raison de prendre de risques. Il monte calmement les escaliers, mais celui devant s'arrête bientôt. Les deux sont maintenant en alerte, et le calme de Ju-seol a disparu. L'accès au deuxième étage est bloqué par des barreaux. Les deux expriment leur frustration, laissant le premier étage comme leur seule option. Ju-seol dit qu'il serait totalement foutu si un monstre décidait de venir directement là où ils sont. Effrayé par cette possibilité, Sam a même des frissons. Leur seule option est la porte de sortie. Les deux gars pressent leurs oreilles contre la porte pour écouter. Sam parle sans et silencieux et demande s'ils devraient l'ouvrir. Les portes s'ouvrent lentement juste pour être en sécurité. Une terrible puanteur de mort et de liquide rouge frappe leur nez, et ils se couvrent tous les deux le nez avec leurs mains. Le couloir est complètement rouge dans tous les coins. Tout ce que Sam peut dire, c'est que l'endroit n'est pas amical. Ju-seol recule de la porte, puis active sa capacité des 9 yeux. Le couloir devient orange, et il comprend que c'est le signal de ne pas s'approcher. Le gars demande s'il devrait réessayer à l'étage. Peut-être que les barreaux sont faits de caoutchouc. Ju-seol pense à analyser les choses en utilisant ses yeux, alors il dit à son partenaire d'essayer. De retour à l'entrée du deuxième étage, Sam demande s'il pense que cela pourrait être électrifié. Et avant que l'homme ne le touche, Ju-seol lui dit d'attendre. Une fois de plus, il active sa capacité oculaire. Mais à sa surprise, aucune couleur n'apparaît. L'homme à côté de lui demande ce qui ne va pas, ne comprenant pas la situation. Mais le jeune homme avec la marque d'or pense seulement que si ce n'est pas vert, alors ça ne peut pas être quelque chose de normal. Il étend sa main, qui passe directement à travers les barreaux, de retour à l'endroit où se trouve le monstre. Le jeune lanceur est toujours en danger. Sa petite amie est également terrifiée, accrochée à lui. Les pas du monstre résonnent autour d'eux. N'ayant que l'un l'autre, le couple se serre fortement les mains. Le monstre est prêt à attaquer, ce qui fait que les deux jeunes gens se serrent les mains encore plus fort. Leur seule option est de courir pendant que le monstre les poursuit. Les deux sont désespérés, faisant tout ce qu'ils peuvent pour survivre. Le jeune homme regarde en arrière. Il ne voit plus le monstre, mais sa petite amie l'appelle. La créature est plus proche qu'il ne l'imaginait. Le monstre se prépare à les frapper. Puis vient le coup sans aucune pitié, pendant que tout le monde regarde cela arriver. La petite amie appelle son nom, mais le jeune homme ne réagit plus. Étant encore plus cruel, la créature divise son corps. Son sourire macabre s'élargit tandis que les fluides vitaux du jeune homme giclent partout. Un cri sinistre résonne dans la nuit, et l'autre groupe l'entend depuis l'intérieur du bâtiment. Cela laisse l'homme qui les guide avec un mélange de peur et d'inquiétude. Étant devant, il court vers les escaliers. Sur l'une des marches, il marche sur le liquide rouge provenant d'une autre victime possible. Cela active les capteurs du monstre. La créature regarde à l'intérieur du bâtiment, et elle a la capacité de voir à travers tout. C'est ainsi qu'elle localise le groupe.
Puis elle laisse échapper un cri encore plus terrifiant. Les deux entendent le cri et sont effrayés. Sam a dit aux garçons qu'ils doivent courir. Elle compte pour qu'ils puissent se préparer, et quand elle atteint 3, ils courent tous les deux, mais le monstre saute à travers la fenêtre et atterrit rapidement sur le sol. Les deux sont piégés avec cette créature. Le monstre rugit à nouveau pour les terrifier. Effrayé par ce qui se passe, Sam appelle Sanji. Cette fois, le garçon semble déterminé à faire quelque chose. De son sac en bronze, une lueur apparaît. Il sort une sorte d'orbe. Sanji tord l'objet, activant le minuteur, puis attire l'attention du monstre. Dès que la créature regarde, il lance l'objet. Les deux points sont sur le point de se rencontrer. Tout se passe très vite. L'objet est déjà proche du monstre lorsque les deux points se rencontrent, puis il explose, illuminant tout et donnant aux deux le temps de s'échapper. La lumière est si forte qu'elle peut être vue de l'extérieur. Ainsi, ceux qui sont restés derrière peuvent la voir, mais la lumière ne dure pas éternellement. L'un des yeux du monstre devient sensible à cause de l'explosion de lumière. À la recherche de ses victimes, il ne les trouve plus. Cependant, il a la piste qui mène à l'étage supérieur. L'homme place ses mains sur les barreaux. Il essaie d'utiliser la force pour les écarter. Puis, désespéré, il crie à l'aide. Soudain, une fenêtre apparaît enregistrant un nouvel utilisateur. En conséquence, les barreaux commencent à bouger. Un par un, les barreaux se rétractent. L'homme est heureux de cela, et sa pensée est de passer de l'autre côté. Avec confiance, il dit à sa famille qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Mais alors qu'il franchit le seuil, les barreaux reviennent. Sa femme s'approche des barreaux, mais il est trop tard. Il ne comprend pas pourquoi cela s'est produit. Désespéré, il essaie de les rouvrir. Sa femme et sa fille l'appellent. N'ayant pas grand-chose d'autre à faire, il leur dit de ne pas partir. L'homme regarde autour de lui à la recherche d'aide, puis il n'a pas d'autre choix que d'explorer le long couloir. Il remarque des gens là-bas. C'est Kansuke et son groupe. Désespéré, il implore de l'aide pour sa femme et sa fille. D'un ton moqueur, le chef marqué d'argent lui demande simplement pourquoi il fait autant de bruit. L'homme explique que les barreaux ne bougeront pas, et le jeune homme dit seulement qu'il devrait gérer les choses correctement à son âge. Puis l'attention de Kansuke change. L'homme est à genoux, implorant de l'aide, disant qu'il ne sait pas quand le monstre réapparaîtra. Cela agace le jeune homme qui dit que l'homme le met dans une situation difficile et que s'il n'aide pas, il aura une mauvaise réputation. L'homme continue d'implorer de l'aide. Kansuke se lève et époussette ses vêtements. Il dit qu'il n'est pas comme ça d'habitude, mais si c'est juste cette fois. Puis un son terrifiant se fait entendre. Cela terrifie l'homme, imaginant ce que cela pourrait être. Dans la précipitation, il se lève et court vers sa famille, s'arrêtant dès qu'il arrive. Sa femme et sa fille sont la tête en bas. Le monstre les tient tous les deux alors qu'il l'appelle. Kansuke, arrivant juste derrière, dit quel dommage. Sans remords, il dit qu'il semble qu'il soit arrivé trop tard, mais l'homme se tourne vers lui, et une fois de plus implore de l'aide comme son dernier acte de désespoir. Le jeune homme le regarde sérieusement, puis libère le bras que l'homme tient, seulement pour pointer vers le bouton sur le mur. L'homme regarde alors l'objet se demandant quoi faire. Kansuke dit que cela s'ouvrira quand il appuiera sur le bouton. Cependant, qu'il soit arrivé trop tard, mais l'homme dit qu'il n'est pas trop tard. Il est sur le point d'appuyer dessus lorsque le jeune homme demande s'il peut éliminer le monstre. Kansuke dit qu'au lieu de demander de l'aide, il aurait dû être plus prudent en cherchant autour. Sa femme l'appelle encore une fois. Même avec sa main près du bouton, l'homme hésite, se demandant s'il doit le faire ou non. Le jeune homme dit que la seule chose certaine est que s'il ouvre les barres de fer, tout le monde sera anéanti. Et avec cela, il lui dit que le choix lui appartient, indiquant clairement qu'il ne faut pas lui en vouloir. Les cris de sa famille résonnent dans son esprit alors qu'il craint de prendre une décision. Pendant ce temps, Juseol touche la barre. Une fenêtre apparaît pour lui, enregistrant un nouvel utilisateur. Cela le rend très méfiant. Impressionné, Sanmi demande comment il a fait cela, mais même le garçon ne le sait pas. Une fois de plus, il empêche Juseol de monter avec désinvolture, affirmant qu'il pourrait y avoir des pièges. Mais dès qu'il s'approche, les barreaux reviennent. Bientôt, tout le chemin est à nouveau fermé. Avec cela, Juseol croit qu'il est programmé pour n'accepter qu'une seule personne. Le jeune homme le regarde qui est maintenant désespéré, mais il lui tourne simplement le dos et commence à monter les escaliers. Désespéré, Sanmi demande s'il va vraiment l'abandonner. Le jeune homme s'arrête à mi-chemin. Il cherche quelque chose qu'il sait devoir être là. Trouvant le bouton rouge, il appuie dessus. Les barres de fer se relèvent. Sans attendre, Hassan emprunte le chemin, qui se referme une fois de plus derrière lui. Presque à bout de souffle, il dit que c'était terrifiant de penser qu'il serait réellement abandonné. À sa grande surprise, Juseol répond que la pensée lui a traversé l'esprit. Alors qu'il monte les escaliers, Sanmi demande si c'était une sorte de blague. Loin devant, le jeune homme remarque quelque chose. Ce sont les deux partenaires de Kansuke qui les remarquent également. Mais avant que quoi que ce soit ne puisse arriver, les cris du monstre les surprennent. Les cris de la mère et de la fille continuent, implorant de l'aide. Comme provocation, le monstre les utilise comme appât. Kansuke ne semble ressentir aucun remords et prend même plaisir à regarder l'homme désespéré. Son sourire disparaît lorsqu'il réalise que des gens approchent. En voyant les deux, il demande s'ils ont décidé de former une équipe.
Ju-seol ne dit rien, se contente de jeter un coup d'œil au bouton du coin de l'œil. Kang-suk déclare rapidement que seul l'homme peut appuyer sur le bouton. Texte. Sanmi, observant, réalise que l'autorité revient à la personne qui touche les barreaux. Ju-seol n'aime pas son attitude, et Kang-suk semble apprécier la souffrance des autres. Tout le monde regarde dehors. Le monstre cogne contre les barreaux. Agité, il essaie de se frayer un chemin. Kang-suk dit que l'un de lui a presque fait peur, mais les assure que tant que les barreaux sont là, il ne peut pas entrer. Et pour empirer les choses, il dit que l'histoire change complètement si les barreaux disparaissent. L'homme n'a toujours pas pris de décision, et sa famille n'arrête pas de crier après lui. Cela dérange Ju-seol, qui veut savoir ce qu'il peut faire pour eux au-delà de simplement regarder. Son sac doré commence à briller. Il met la main dedans pour voir ce que c'est, jusqu'à ce que Sandman pose une main sur son épaule. L'homme fait un geste comme pour dire qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose, et tous les deux regardent vers la seule personne qui peut réellement faire quelque chose. L'homme n'a toujours pas fait son choix. Il ne fait que pleurer de désespoir, et Ju-seol comprend que la décision ne leur appartient pas. La tête baissée, l'homme s'excuse auprès de sa femme et de sa fille bien-aimée, et Jin. Alors même qu'il supplie désespérément de ne pas être abandonné, le monstre semble comprendre que la décision a été prise, et la seule chose que fait l'homme est de détourner le visage, ne voulant pas voir la scène. La créature rapproche ses appâts de sa bouche, puis les mâche en faisant gicler leur fluide. Ju-seol regarde avec horreur tandis que Sanmei essaie de ne rien voir. Le monstre s'essuie la bouche après avoir terminé son repas. Puis il se tourne enfin et s'éloigne. Vaincu, l'homme s'effondre au sol. Il commence à sangloter de façon incontrôlable, ce qui amuse Kang-suk. Le jeune homme dit que c'est dommage, mais qu'il a pris la bonne décision, et conclut en disant qu'il devrait reposer en paix. Il n'y avait rien qui aurait pu être fait pour les sauver, et Kang-suk rejoint son groupe pour partir. Autrement, ils auraient tous pu être tués en vain. C'est juste comme ça. Après tout, cet endroit est un monde où seuls les plus capables survivent. Mais pour Ju-seol, le monde réel a toujours été comme ça, et il se demande s'il aurait pu faire la même chose. Si au lieu d'eux, c'était Seonhwa qui avait été capturé. Il se demande ce qu'il aurait fait. L'homme est seul dans sa souffrance. Kang-suk et ses amis parlent comme si rien ne s'était passé. Pendant ce temps, Ju-seol et Sanmi semblent secoués par ce qui s'est passé. Le jeune homme lui dit de ne pas perdre sa concentration et dit qu'au paradis, les choses sont encore plus folles. Cela surprend l'autre, qui demande s'ils ne sont pas déjà au paradis, puisque c'est le nom de l'école. Cela choque Sanmi car il ne le savait vraiment pas malgré qu'il soit du niveau or. Mais Ju-seol, un peu intimidé, dit qu'il n'en est devenu un que par hasard. Pourtant, l'autre gars dit que tout le monde doit avoir ses raisons et c'est pourquoi vous ne demanderez rien d'autre à ce sujet. Il explique qu'ils ne sont pas au paradis mais dans le portail, c'est pourquoi on l'appelle le tutoriel. Ju-seol se souvient de ce que Anakin lui a dit à propos de rester en vie une fois qu'il serait entré et il réalise qu'elle faisait référence à ça. En regardant l'homme, Sangley commente qu'il ne comprend pas comment toute sa famille a fini par participer à ça. Il ne veut pas plaindre l'homme, mais réalise que s'il a amené sa femme et sa fille dans cet endroit, il ne veut pas imaginer quel genre de vie il a eu. Ju-seol dit que chacun a ses histoires, quelque chose que vous ne devineriez jamais à moins de l'avoir vécu. Avec un soupçon de malice, le gars est d'accord mais dit qu'il n'a même pas besoin d'entendre l'histoire de l'homme. Quelque chose attire l'attention de tout le monde sur le sol. Une fenêtre apparaît, alertant que Yoon-seol est arrivé dans la salle d'attente du deuxième étage. La fille apparaît devant eux, et Kang-suk commence immédiatement à la provoquer, l'appelant la silencieuse. Mais elle n'y prête aucune attention, et continue son chemin. Elle se penche ensuite contre un coin à l'écart de tout le monde, et utilise sa capuche pour se protéger de leur regard. Une fois de plus, Kang-soo commente son comportement, disant qu'elle est juste elle-même comme d'habitude. Pendant ce temps, Ju-seol note simplement qu'ils sont maintenant 6. Attentive, Sanmi demande ce qu'il veut dire. Il s'agit des barreaux dans la salle d'attente. Ils sont conçus pour que ceux qui les touchent soient enregistrés en tant qu'utilisateurs. Cela leur donne le droit d'ouvrir ou de fermer l'entrée. Il y a un total de 6 entrées. L'équipe de Kang-suk étant arrivée en premier, en a revendiqué 3. Ju-seol suppose que des 3 restants, il en a revendiqué un. L'un appartient à l'homme qui a perdu sa famille. Et avec Yo-seol, toutes les entrées sont maintenant enregistrées, mais le gars ne comprend toujours pas le but. Sanmi réalise que c'est une personne par entrée, mais rien n'a encore vraiment de sens pour lui. En résumé, Ju-seol explique qu'il y a 50% de chances que les personnes restantes trouvent l'une de leurs entrées. Cette partie, l'homme la comprend. Ju-seol continue et demande s'il pense qu'ils vont simplement laisser les autres entrer facilement. Et finalement, il comprend le sujet de préoccupation. Pendant ce temps, le groupe restant continue de monter les escaliers. San est la première à remarquer le problème. Il tombe finalement sur les barreaux. Ne sachant pas ce que c'est, elle demande simplement pourquoi c'est bloqué. La dame en rouge, impatiente, lui dit de se pousser. En désespoir de cause, elle crie, espérant que quelqu'un l'entendra. Le gars derrière elle a peur et la supplie de se taire, pour que le monstre n'entende pas. Bientôt, celui qui possède cette entrée descend les escaliers pour voir qui c'est. Le groupe est surpris par qui approche. Impressionné, Kang-suk dit qu'elle a réellement réussi à arriver là d'une manière ou d'une autre,
l'appelant une pleurnicharde. Cela met en colère la femme qui demande qui appelle une pleurnicharde. Cependant, il ne s'agit pas d'elle. Il parle de San-A. Le son de sa voix l'irrite juste. Essayant de l'ignorer, elle demande comment elle peut entrer. Avec un sourire, il dit que c'est simple et lui dit de regarder le bouton rouge, expliquant qu'il s'ouvrira s'il appuie dessus. Il indique très clairement qu'il ne s'ouvre que s'il appuie dessus, se déclarant propriétaire de l'entrée. Cela surprend San-A d'apprendre ça, mais elle lui dit d'arrêter de plaisanter et de juste l'ouvrir. Une fois de plus, le gars lui demande de se taire. Tout le monde a peur d'attirer l'attention du monstre. Les autres descendent également les escaliers. Pendant ce temps, San-A, désespéré, le supplie d'ouvrir l'entrée. Mais Seok-suk et son groupe continuent juste de les regarder tous les deux. Ju-seol confirme qu'il est le propriétaire, donc il est le seul qui peut l'ouvrir, et cela fait que le gars du niveau argent se vante. Une fois de plus, San-A supplie d'ouvrir l'entrée, mais il refuse juste de le faire. Furieuse, une dame en rouge exige qu'il l'ouvre maintenant. Mais ironiquement, il dit que la décision de les laisser entrer ne lui appartient pas. Alors San-A demande pourquoi il agit comme ça. Gardant rancune, il demande qu'il a appelé insignifiant et égoïste. Alors que San-A est blessé par ça, la femme en rouge s'irrite. Elle saisit les barreaux, prête à le maudire. Mais le garçon lui couvre la bouche, craignant que le monstre n'entende. La femme ne semble pas trop concernée par ça pour le moment, tandis que San-A regarde. Elle soupire, se préparant pour ce qu'elle est sur le point de faire. Puis elle s'excuse pour l'insulte dans l'auditorium et dit que les gens avec elle sont innocents, et vous ne devriez pas jouer avec leur vie. Texte. Kang Seok lui demande si elle dit la vérité, et elle acquiesce. Malgré tout, il dit qu'il n'a pas le choix et veut qu'elle le prouve. Il propose de laisser entrer les 4 autres, mais elle devra rester derrière. L'homme lui demande ce qu'elle va faire puisque le monstre pourrait apparaître à tout moment, et laisse échapper un long soupir. Elle tremble à cause de toute cette situation. La femme en rouge lui prend la main. Elle lui demande si San-A fait vraiment ça pour eux et dit qu'ils iront trouver un moyen de lui ouvrir plus tard. Son regard est intimidant. Alors San-A s'éloigne simplement d'eux. Pendant ce temps, Kang-suk célèbre, se qualifiant de martyr. Il appuie finalement sur le bouton, levant les barreaux, et tout le monde se précipite pour se sauver. Mais Sung-jin se retourne pour la regarder. Elle semble ébranlée mais ne regrette pas sa décision, et le garçon détourne simplement le regard. Les 2 autres l'interpellent, mais la femme les ignore. Sung-jin court devant Kang-suk. Il monte les escaliers désespérément, et dès qu'il atteint le bouton, il appuie dessus. Mais rien ne se passe, et il est confus. Il essaie frénétiquement plusieurs fois. Kang-suk lui dit de ne pas perdre de temps en disant qu'il lui a déjà dit que lui seul peut l'ouvrir. Sung-jin se précipite sur lui avec colère, mais Sung-jin le retient, l'empêchant de faire quoi que ce soit. Min-woo jette le garçon au sol de toutes ses forces, tandis que San-A regarde et l'appelle. Kang-so se moque du garçon, disant qu'il est désespéré de se faire éliminer, et lui demande même si elle a proposé d'être sa nouvelle sœur, mais Sung-jin le supplie juste d'ouvrir la porte. Kang-so l'insulte de toutes sortes de noms et dit qu'il pourrait ne pas l'ouvrir si le garçon continue de l'ennuyer. Depuis la porte, San-A lui demande s'il va l'ouvrir. Et en réponse, il dit simplement que cela dépend d'elle. Yo-seol observe silencieusement toute la situation. La femme lui demande ce qu'il veut qu'elle fasse. Il dit qu'il ne croit pas aux mots et lui demande de s'excuser sincèrement, mais San-A demande si elle doit s'agenouiller. Kang-suk dit d'arrêter la comédie car cela ne mène nulle part, et la seule chose qu'il demande, c'est qu'elle enlève tout. Tous ceux qui ne font pas partie de son groupe sont choqués par cette demande. Mais Kang-suk dit qu'il se sentira mieux avec une danse et en étant un gars généreux. Il la laissera garder ses sous-vêtements. Évidemment, elle refuse, le traitant de malade. Alors il dit que ce n'est pas un problème. Elle peut juste aller essayer l'autre porte. Il précise que ses partenaires, Yansik et Min-woo, contrôlent également d'autres portes. Il lui demande ce qu'elle attend, et si elle ne va pas y aller, elle devrait se perdre. Sans autre option, elle l'accepte simplement. Kang-suk fait pression sur elle et dit qu'elle a 10 secondes pour enlever son pantalon. Avec un sourire malicieux, il lui dit de commencer. C'est trop pour San-A. Kyu-seol regarde avec colère. Il pense à intervenir, mais San-A l'arrête. Il dit qu'il n'aime pas ce qui se passe non plus, mais qu'ils ne peuvent rien faire puisque seuls les forts survivent. Alors que les secondes sont comptées, San-A commence à enlever ses vêtements, tremblant à cause de la situation. Kang Seok et son groupe apprécient l'humiliation, pense la femme. Pour Ju-seol, si la survie appartient aux plus forts, alors il croit qu'il devra leur montrer. Le jeune homme est déterminé à prouver qui est vraiment le plus fort ici en activant sa capacité native, la vision du futur. Après avoir enlevé son bas, San-ima baisse la tête. La pauvre femme commence à trembler. Avec un sourire méchant, Kang-suk lui demande si elle est prête à enlever le haut. Sans choix, elle commence à obéir. Il remarque qu'elle pleure et lui dit que ce n'est pas le moment pour ça, lui rappelant qu'elle doit danser avant que le monstre ne revienne. Il est pris au dépourvu par Ju-seol. L'homme lui demande s'il est venu se joindre à la fête. La seule chose que dit Ju-seol, c'est de l'ouvrir. Cela met Kang-suk en alerte. Au début, il n'était pas en colère parce qu'il n'est pas du genre à défendre les inconnus. Mais en entendant la requête faite pour la femme, puis en voyant Seong-jin allongé sur le sol, un petit appel à l'aide de sa part.
Ju Seol a pris un moment pour comprendre ce que le garçon avait dit, et c'était comme si quelque chose à l'intérieur de lui s'était déclenché. Il ne peut que penser que s'il avait pris l'initiative avec Seola, les choses se seraient peut-être passées différemment. Cependant, il n'hésitera plus. Quant à Kang-suk, il ne comprend pas. Pour lui, la situation est bizarre, comme s'il avait peur. Sa propre réaction l'inquiète. Il se lève alors pour affronter son adversaire potentiel. Kang-suk demande pourquoi il devrait même l'écouter, même s'il a raison et qu'il est de niveau or. Mais Ju Seol le fixe simplement avec dégoût. Cela l'irrite, et Kang Seol dit qu'il a essayé d'être gentil plus qu'il a également été invité, et lui demande s'il se prend pour une sorte de saint parmi eux. Mais Ju Seol continue sans dire un seul mot. Derrière lui, le groupe de Kang déclare qu'ils vont le démolir. Deux d'entre eux descendent les escaliers pour l'encercler. Sammi descend également même s'il n'aime pas la tournure des événements. Mais Ju Seol lui fait simplement signe de ne pas venir. Cela le choque. Seol laisse simplement tomber sa bourse d'or sur le sol. Pendant ce temps, Kang-suk, se moquant de lui en l'appelant sans abri, dit qu'il fait juste le dur parce qu'il est devant une fille, et déplore que plus il fait ça, moins il a envie d'ouvrir l'entrée. Soudain, un coup de poing lui est lancé. C'était si rapide que ses amis n'ont même pas réagi, mais ils n'ont pas été oubliés. Chacun d'eux a également reçu un coup de poing. Tous les trois sont au sol pendant que tout le monde regarde stupéfait. Sammi se demande comment c'est arrivé puisqu'il n'a vu personne se faire frapper. Kang-suk, tenant son nez blessé, le maudit à nouveau. Ju Seol l'attrape par le poignet, le traîne en haut des escaliers et le force à appuyer sur le bouton. Les barreaux commencent à se lever, et il ordonne à 101 d'entrer. La femme est choquée par ce qui vient de se passer, mais finit par entrer, laissant derrière elle certains de ses vêtements. Kang Seok lui crie de le lâcher, disant que c'est fini. Il appelle Min-woo, qui regarde la scène avec son nez également meurtri. Alors Ju Seol lui ordonne de rapporter son pantalon. Se souvenant des objets manquants, San a dit qu'elle allait les chercher, mais ce n'est pas comme ça qu'il le veut. Il lui dit de rester pendant que l'autre devrait aller les chercher, et Min-woo lui demande pourquoi lui. Ju Seol dit que c'est ce qu'il mérite pour avoir frappé des personnes plus jeunes. Et infligeant plus de douleur à Kang-suk, il dit que tout comme l'homme l'a affirmé, il est vraiment un saint. Encore plus humilié, Kang-suk exige que son laquais aille le chercher tout de suite. Pour aider à la situation, la dame en rouge l'encourage à se dépêcher avant que le monstre n'apparaisse. Cela rend juste Min-woo plus effrayé, et Ju Seol lui donne 10 secondes pour le faire. Le grand gaillard court alors que le compte à rebours commence. Il attrape rapidement les vêtements manquants et revient. Il évite de justesse d'être frappé par les barreaux. Ju Seol, qui avait retenu Kang-suk de force tout le temps, finit par le lâcher. Mais Kang-suk a encore le culot de le maudire. Le jeune homme reste silencieux. Toujours en pleurs, San le remercie pour ce qu'il a fait. Même en silence, Seonjin fait de même. Sammi, cependant, le regarde profondément ébranlé. Le jeune homme dégage une aura très différente maintenant. La haine à l'intérieur de lui ne s'est pas encore apaisée. Il y a une annexe qui mène à un bâtiment. Tout le groupe est maintenant réuni. L'alerte indique d'aller dans la salle de classe 3-1 au 4e étage du bâtiment principal en passant par l'annexe du 3e étage avec une limite de temps de 2 heures. Youb-sil vérifie le message sur son téléphone. N'ayant rien d'autre à faire, il franchit la porte vitrée. De l'autre côté, il descend un long couloir. Pendant ce temps, des images de ce qui se passe sont affichées sur un grand écran pour quelques personnes. L'un d'eux commente que la mission commence maintenant. Ils discutent du fait que 20 personnes ont déjà échoué rien que dans cette phase et pensent qu'à ce rythme, ils ne pourront pas maintenir les choses jusqu'en septembre. Anakim, assise devant, les regarde simplement. Le type semble se sentir intimidé, tandis que la femme fait juste semblant de ne pas remarquer. L'homme se retourne et demande si l'autre sait quelque chose sur les performances dans les autres zones. Le jeune homme dit qu'en termes de difficulté, les zones 2 et 7 sont les plus difficiles. La réponse ne lui plaît pas. Il dit qu'il pourrait comprendre si c'était l'Europe, mais veut savoir quel est le problème avec les Chinois. Il semble qu'il termine les missions et sacrifie les contrats si nécessaire. Inquiet, l'homme s'enquiert de la zone 2, et le jeune homme dit qu'une Française nommée Delphine porte tout le monde en utilisant son bonus initial et en éliminant le spectre. Il veut aussi en savoir plus sur le reste. La zone 5 se bat bien, mais rien d'extraordinaire, et leur mission a commencé 30 minutes avant la leur. Cela fait dire à l'homme qu'à ce rythme, il ne restera plus personne à la fin du tutoriel. Mais la femme lui rappelle qu'ils ont quelqu'un avec la marque d'or, même s'il n'y croit pas vraiment. Elle lui rappelle qu'elle a réussi à effrayer le spectre juste en le regardant. Anakim reste silencieuse face à la situation. Pendant ce temps, Ju Seol donne un coup de pied dans la vitre. Cela attire l'attention de l'homme, et il demande ce qui lui a pris d'agir sans penser aux conséquences. La femme en violet pense qu'il n'a pas correctement analysé le contenu de la mission, puis il demande à Anakim s'il doit faire confiance au garçon. Agacée, elle lui dit simplement de se taire. Mais même elle se demande si Ju Seol vaut vraiment le risque. Le soleil de l'après-midi illumine le bâtiment d'une teinte orangée. Les deux employés fument pendant leur pause, et l'homme chauve demande ce qui se passe avec Anakim. Pour lui, cela n'a aucun sens qu'elle ait donné la marque d'or à un type qui était soi-disant sous contrat d'esclave. L'homme plus jeune est d'accord et dit qu'elle doit clairement savoir qui il était.
Et l'homme chauve répond qu'il est le genre de type qui avait l'habitude de jouer dans les casinos pendant que sa famille et sa petite amie luttaient. Il ne voit pas comment la marque d'or correspond. La marque d'or est l'objet personnel de Anakim, il ne peut donc pas lui demander directement, craignant que la femme célibataire ne s'en prenne à lui. Le jeune homme avertit que s'il continue à parler comme ça, il aura des ennuis et ajoute que leur chef a environ 3 ans. L'homme chauve ne semble pas aimer cette réponse. Il demande pourquoi il est si agressif à la défendre. Quoi qu'il en soit, il lui dit qu'il devrait rentrer pour ne pas être réprimandé pour ne pas avoir correctement surveillé les choses. Le jeune homme arrive à le suivre. Il fait aussi un petit sourire. L'homme ouvre la porte pour retourner dans la salle de surveillance, et il pense qu'un idiot active tous les pièges. Ses yeux s'écarquillent devant ce qu'il voit sur l'écran. Le piège de l'abeille a été activé, puis il tire ses lances pour attaquer. Mais Jouséol se défend en esquivant la flèche. Il utilise la tige de fer pour bloquer les autres. Il frappe les lances pour se défendre. Tout est diffusé sur l'écran. Cela semble grandement inquiéter l'homme. Jouséol observe plus de détails de l'endroit. Puis il marche sur un faux panneau de plancher. D'autres lances sont déclenchées pour l'attaquer. Le jeune homme est rapide et précis. Toutes les lances sont frappées avant qu'aucune d'entre elles ne puisse le blesser. La dernière arrive droit sur sa tête, mais elle frappe le sol à la place. Un liquide rouge commence à goûter de la flèche. La femme en violet se lève, inquiète que le jeune homme soit mort, mais l'homme dit qu'il l'a juste esquivé. Il a remarqué qu'après avoir dévié les lances latérales, on aurait dit qu'il allait faire de même avec celle du plafond. La femme essaie de mieux comprendre pourquoi il ne l'a pas fait, mais l'homme n'est pas sûr. On avait l'impression que le corps de Jouséol ne suivait pas ses ordres. Choquée, elle demande s'il pense qu'en plus d'être capable de voir les lances venant de différentes directions, il a également essayé de les réfléchir. Le garçon derrière eux ne comprend pas vraiment la conversation, mais l'homme est désespéré, demandant comment Jibuxil a réussi à faire ça. Frénétiquement, il va vers elle voulant savoir. L'homme croit que c'est comme s'il était déjà un terrien, mais Anakim demande juste quel est le record du temps de réalisation le plus rapide de la mission. Cette fois, le plus jeune se lève et mentionne Sung Cheyan. Son record est de 29 minutes et 39 secondes. Elle dit que c'est insensé, attirant l'attention de l'autre femme qui demande ce qu'elle veut dire. Soudain, la fin de la mission de la zone 1 est annoncée. Ils attendent que le temps pris soit révélé. Tout le monde dans la pièce est choqué, sauf Anakim qui sourit parce qu'elle pensait qu'il était juste un type inutile. Mais Jouséol n'a mis que 16 minutes et 24 secondes pour terminer la mission. Pour elle, c'est un billet de loterie gagnant. Les participants à la mission gagnent la salle 3-1. Anne félicite tout le monde d'avoir atteint le 4e étage et demande si les cours de haies étaient amusants. La salle n'est pas aussi bondée que dans l'auditorium. Jouséol ne semble pas très excité, tout comme le reste des survivants. Sammi reste également à l'écart tout en regardant vers le fond de la salle. Au dernier rang de siège, sont assis Kang-suk et son équipe. Jouséol rit est également distant des autres. Quant à l'homme, il garde la tête baissée, mais Anne est satisfait de tout. Yoon dit que la bonne nouvelle est qu'il ne reste qu'une partie du tutoriel. Cela surprend Sang-ha, qui demande s'il y a encore plus. Anne confirme, mais lui dit de ne pas s'inquiéter. Il dit que c'est une mission facile qui pourrait même s'avérer amusante. Cela rend certains d'entre eux méfiants, surtout à cause de la facilité avec laquelle cela sonne. Anne dit que ce sera le cas tant qu'ils suivront les règles, et il précise que chacun doit les suivre. Som-jin et Sang, je se regarde un peu avec suspicion. Anne explique que tout ce qu'ils ont à faire est d'aller du 4e au 5e étage du bâtiment principal et d'atteindre le 6e étage. Cependant, il dit qu'il y aura quelques règles. À l'aide d'une craie, il dessine un cercle sur le tableau noir. Il demande s'ils ont déjà entendu parler d'un concours de chasse au trésor, mais personne ne répond, attendant juste une explication. Laissant échapper un soupir, Anne dit qu'il va juste en finir avec ça. L'homme commence en disant que des pièces sont éparpillées sur les 4e et 5e étages. Ils devront collecter autant de pièces que possible ce soir, et ces pièces serviront pour les péages et la machine à roulettes. La dame en rouge demande immédiatement des informations sur la roulette et le péage. Anne dit que c'est au 6e étage. C'est là que la porte du paradis s'ouvre. Cela attire l'attention de tout le monde, en particulier de Jouséol. Cependant, l'homme dit que ce n'est pas une collation gratuite, et que le péage coûte 100 pièces. Yoon Kang-suk s'inquiète de savoir comment il obtiendra autant de pièces. Anne dit qu'il y a 3000 pièces éparpillées, et que 100 d'entre elles sont faciles à obtenir, surtout pour ceux qui ont une carte. Pendant ce temps, USCR Refiddle tripote la poche de son sweat à capuche. Continuant, Anne dit que la machine à roulettes est au 5e étage, et s'ils parviennent à obtenir suffisamment de pièces, il les encourage à l'utiliser. Avec cela, ils pourront obtenir des objets qui seront d'une grande aide. Sang est curieux de savoir quel type d'objets ils peuvent obtenir. Il explique qu'il y a des provisions de nourriture et des objets essentiels, mais s'ils ont de la chance, ils pourraient trouver des équipements de protection, des armes et des orbes magiques. Et attirant l'attention de Sung-jin et de l'autre homme, il dit que peut-être, juste peut-être, il pourrait trouver quelque chose qui ramène les morts à la vie. Il dit que bien que ce soit possible, ce n'est pas facile, et qu'il n'est pas juste de traiter la vie comme quelque chose de trivial. L'homme était sur le point de chercher un moyen, mais, bien sûr, il a été pris.
Han dit qu'il ne trouvera aucune pièce car la mission ne commence que 30 minutes après son explication. En silence, l'homme accepte qu'il n'y a rien de plus qu'il puisse faire pour le moment. Ensuite, Juséol demande pourquoi des objets comme ça apparaissent dans la machine à roulettes, et Han répond par une autre question, demandant pourquoi ils ne seraient pas disponibles. Attirant l'attention de tout le monde, le jeune homme demande pourquoi ils ont besoin de quelque chose comme ça si la mission est censée être facile et amusante. Cela fait sourire Han. Il loue la question et dit qu'il n'est pas seulement en train d'écouter, mais qu'il pense réellement. Clique sur son propre téléphone, il dit que la réponse est là. Tout le monde reçoit la notification et vérifie immédiatement son téléphone. Han donne un avertissement et leur dit de se méfier de l'heure des morts car il méprise tout ce qui vit. Cela attire l'attention de ceux qui sont en deuil. Il dit qu'avec la coopération de tous, la mission sera facile, indiquant clairement que c'est seulement s'ils travaillent vraiment ensemble. Tout le monde se rassemble et Sam dit déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il demande si l'ouverture de l'entrée du 6e étage ouvrira également les barreaux du et si c'est le cas, le monstre remontera. La fille suggère d'ouvrir l'entrée et d'attendre là pendant 30 minutes. Ensuite, Sam demande ce qu'elle ferait si la chose attendait là. Presque perdant le contrôle, il dit qu'il n'y a rien de facile ou d'amusant à ce sujet. Étonnamment, Juséol dit que peut-être que si. Il suggère de rassembler un tas de pièces jusqu'à minuit, puis d'attendre jusqu'à midi pour utiliser la roulette et obtenir des armes. Après cela, ils ouvrent l'entrée du 6e étage. Ils s'arrêtent de parler, réalisant que quelque chose ne va pas. Les autres ne comprennent pas. D'après l'expression de Juséol, quelque chose ne va clairement pas. Ensuite, les règles de la chasse au trésor apparaissent. Règle numéro 1, utilisez la salle de classe 3-1 comme base. Règle numéro 2, les esprits des morts et les monstres seront actifs de minuit à midi. Règle numéro 3, ni les morts ni les monstres ne peuvent entrer dans la base. 4. Vous pouvez utiliser 199 pièces pour obtenir une clé ou 499 pièces pour ouvrir la porte du 6e étage. 5. Le portail est généré dans la zone centrale 30 minutes après l'ouverture de la porte du 6e étage. 6. Dès que la porte du 6e étage est ouverte, les barreaux du 2e étage seront désactivés. Cela semble un peu effrayant pour certains. Cependant, la dame en rouge remarque que certaines personnes ne sont plus dans la pièce. La coopération est ce que Juséol comprendra être l'obstacle et l'un des plus gros problèmes. Pendant ce temps, Sammy demande s'il veut manger, disant qu'il reste encore du temps avant le début de la mission. Pour lui, ce n'est pas une mauvaise idée et cela semble approprié, tandis que Sam qui espionne leur conversation. La femme demande s'il y a quelque chose à manger. Tout ce qui est comestible est étalé sur la table. Les autres sont très surpris par une telle variété. Sam demande où ils ont eu tout ça. C'est Sammy qui explique que pendant que tout le monde courait vers la salle d'attente, Juséol a dit quelque chose. Si c'est une mission simple, pourquoi nous donnerait-il 4 heures? Alors après quelques recherches, ils ont trouvé une épicerie. Tout le monde est vraiment surpris par ça. Ravi, la fille dit qu'il n'est pas seulement doué pour se battre, mais tout le monde ne semble pas content de ça. Toute la nourriture commence à être dévorée. Juséol continue d'avaler tout ce qu'il trouve. Il ne se contente pas de manger, il s'hydrate aussi. Cela le laisse assez satisfait. Sam à le regarder et dit qu'il mange beaucoup, alors elle lui offre son sandwich, le surprenant. Bien qu'il se sente un peu timide, Juséol accepte et la remercie. La femme en rouge n'est clairement pas satisfaite et ne peut que penser que l'autre craque pour lui. Elle s'interpose entre les deux et leur fait signe. Puis elle chuchote quelque chose que seuls eux peuvent entendre. Pendant ce temps, Juséol finit de manger et se demande s'il a toujours été aussi gourmand. Quoi qu'il en soit, il ouvre une canette de soda pendant que les autres regardent. Un des garçons commente sur le fait de pouvoir ressusciter les morts. Cela rend Somjin un peu triste. Le garçon parle d'un ami qui est venu avec lui, mais quelque chose s'est passé dans l'auditorium, et la fille a aussi perdu quelqu'un. Ensuite, les deux commencent à pleurer. Cela laisse Juséol incertain de ce qu'il faut faire dans cette situation. Mais c'est Seomé qui prend la parole. Il leur dit d'arrêter ça. Frustré, il dit que c'était déjà assez que Séol les nourrisse et les transporte. Doit-il aussi sauver leurs amis? Le garçon se défend, disant que ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Mais Sammy lui dit d'aller sauver son ami et de suivre ce que le guide a dit, de collecter des pièces et d'obtenir des objets. Les deux sont laissés sans voix. Mais l'homme continue de parler et demande s'ils ont la moindre idée d'où ils vont et de ce que c'est que le paradis pour dire de telles choses. Cependant, c'est la dame en rouge qui intervient et demande s'il sait ce que c'est que. Et il confirme en quelques mots, c'est chacun pour soi. Cela provoque l'indignation et l'autre garçon parle de leur besoin de coopérer. Ensuite, Sam répète qu'ils devraient coopérer, mais pas profiter des autres. Et elle demande si la définition de la coopération a changé. Tout cela déclenche la discorde entre les deux groupes. Sungjin est silencieux et déconnecté de tout ce qui se passe. Ensuite, Juséol crie pour qu'ils arrêtent. Ça marche, faisant taire tout le monde. Il leur dit de regarder l'horloge avant de commencer une bagarre. Ils regardent tous nerveusement l'horloge puis leur téléphone, qui indique qu'il ne reste que 5 heures avant minuit. La porte de la salle de base s'ouvre. Sammy annonce qu'il ne peut pas travailler avec des gens comme eux. De même, l'autre groupe dit qu'ils n'ont pas l'intention de partir avec eux alors qu'ils sortent par une autre porte. Cela irrite la dame en rouge qui s'approche d'eux.
Sung Jin et Sang restent dans la pièce. Elle demande au garçon s'il devrait y aller. Alors Joo Seol est laissé seul dans la pièce. Texte. Pour lui, l'accent est mis sur la tâche, et tout le reste vient après la collecte des pièces. Cela lui fait se demander où il devrait aller. Son téléphone commence à vibrer dans la poche de son pantalon. Il le sort pour voir ce que c'est. Ce qu'il voit à l'écran le rend nerveux. Il reçoit des emplacements de pièces d'un expéditeur inconnu, y compris à l'intérieur du podium destiné aux enseignants. Il regarde vers l'endroit où Anne se tenait lorsqu'elle annonçait les règles. Bientôt, il s'approche pour chercher. Il trouve au moins 4 pièces, mais le jeune homme trouve cela étrange, pensant que c'était trop facile. Dans la salle 3/8, Yoon Se-ora est également à la recherche de pièces. Joo Ko-seol finit par entrer dans cette même pièce. Le regard de l'homme s'est tourné vers des personnes spécifiques. Alors Joo Seol pensa que Yoon Se-ora avait une carte. Cependant, il trouve étrange que la fille cherche partout. Quelque chose attire l'attention de la fille. Elle parvient finalement à trouver une seule pièce, ce qui impressionne beaucoup le garçon. Joo Seol est perdu dans son propre monde. Liu Se-ora devient embarrassée en réalisant qu'elle était surveillée. La fille se tourne pour partir, et il pense qu'elle est capable de sourire. Puis il fouille dans un portefeuille. De cette façon, il trouve plus de pièces, totalisant 12. Alors qu'il célèbre, du coin de l'œil, il remarque quelque chose. Yoon Se-ar le fixe, clignant des yeux pour retenir ses larmes. Un peu maladroitement, Joo Seol lui souhaite bonne chance, ce qui laisse la fille un peu confuse jusqu'à ce que quelque chose lui traverse l'esprit. Pendant ce temps, il fouille dans la salle 3/7. Plus de pièces sont trouvées si facilement que ce n'est plus amusant pour lui. La tâche terminée, il se dirige vers la porte de sortie. Dès qu'il l'ouvre, il se retrouve face à face avec Yoon Se-ol-ra. La fille tourne alors son visage pour regarder à l'intérieur. Elle voit qu'un seul casier a été ouvert. Puis elle fixe Joo Seol, qui essaie d'agir naturellement. Yoon Se-ol-ra recommence à cligner des yeux, faisant une tête à pleurer. Cela rend Joo Seol un peu nerveux. Et elle est tellement embarrassée qu'elle baisse même la tête. Mais chacun d'eux suit son propre chemin. Yoon Se-ol-ra tient un morceau de papier, toujours le regard triste. C'est une carte avec des informations sur l'emplacement des pièces. Joo Seol jette même un coup d'œil pour voir comment elle va, et pense à passer devant la salle 381 une fois de plus. En regardant la carte, dans la salle 3/9, il y a 3 pièces sur le podium de l'enseignant et une pièce sur le meuble TV. Quelque chose attire son attention. C'est Yoon Se-ora qui court avec une expression effrayée. Ne comprenant pas pourquoi, Joo Seol s'enfuit d'elle. Chacun entre par une porte différente dans la pièce. Les deux se regardent comme de véritables adversaires, et ils courent pour voir qui peut atteindre le podium. La chance est du côté de Joo Seol avec les 3 pièces. La fille saute pour atteindre un autre endroit. Le garçon la regarde, confus. Elle saute désespérément pour obtenir la pièce sur le dessus de la télé. Ses yeux recommencent à se remplir de larmes. Alors qu'il regarde, Joo Seol ne peut que penser qu'elle devrait utiliser l'un des bureaux pour l'atteindre. Chaque tentative ratée la rend plus désespérée jusqu'à ce que le garçon la surprenne en disant qu'il va l'obtenir pour elle. Il n'a besoin que de lever un pied pour atteindre la pièce. De cet angle, la fille remarque la tache rouge sur sa chemise. Sans beaucoup d'effort, il saisit la pièce. Avec un sourire, il la lui offre. Mais la fille semble intimidée. Au lieu de prendre la pièce, Yoon Se-ora s'enfuit, et il se demande s'il a fini par blesser sa fierté. Il reste 10 minutes avant minuit, et les scores actuels sont un Sang Mi avec 100, Shine Sang avec ses 70 pièces, Joo Ko-seo avec un surprenant 1552 pièces, mais Yoon Se-ora avec 0 pièces. Les téléphones illuminent la pièce sombre. Sang Mi et Sang sont chacun assis sur une chaise. Joo Seol ouvre la porte, les surprenant tous les deux. Le garçon demande où sont les autres puisque c'est presque l'heure des morts. Sang Mi dit que c'est assez évident. Il se demandait aussi s'il reviendrait, mais l'a fait une fois qu'il a réussi à obtenir 100 pièces. Un peu plus tard, Sang Mi dit qu'il a de la chance puisqu'elle n'en a eu que 70. Alors Joo Seol déverse simplement des pièces et déclare que maintenant elle en a 100. La femme est surprise par les 30 pièces et demande s'il les lui donne vraiment comme ça. Sang Mi est impressionné, et le garçon demande s'il en veut aussi. Surpris, il demande combien de pièces il a obtenu, et le garçon dit juste assez pour survivre. Alors Sang Mi réalise que ce n'était pas toi, Se-ora, qui les collectionnait tous comme il le pensait. La mentionnée attire l'attention de Joo Se-ora, qui demande quel est le problème avec elle. L'homme demande s'il n'a pas remarqué qu'elle a une carte. Yoon Se-ora pense qu'il n'était pas le seul à l'avoir remarqué. Soudain, il se lève, surprenant Sang Ma-e, qui demande ce qui s'est passé, et il répond simplement que Yoon Se-ora est en danger. Cela les met en alerte, et l'homme suggère même que le problème pourrait être Kang-suk. Joo Se-ora hoche simplement la tête en signe d'accord. Soudain, le téléphone commence à vibrer, pas seulement le sien, mais celui de tout le monde. L'alerte indique que l'heure des morts a commencé. La lune illumine toute la pièce. Certains tiroirs sont ouverts et les choses sont renversées. Pendant ce temps, Sung Jin cherche des pièces. Il a du mal à déplacer ce qui est sur son chemin. Prudemment, il écarte les vases en verre, et il accède ainsi à une seule pièce. Le garçon tend la main à quelques centimètres, mais la pièce glisse de son herbe. L'objet frappe le sol avant qu'il ne puisse l'attraper,
et il roule sous les tables. Sung-jin cherche alors la pièce, sans se soucier de tout ce qui l'entoure. Désespérément, il cherche la pièce qui devrait être à proximité. À l'aide de la lampe de poche, il éclaire la zone et la trouve enfin. Mais soudain, une goutte de liquide rouge tombe à côté de lui. Le garçon se lève pour voir ce que c'est. Une silhouette sinistre flotte là. Pour mieux voir, il braque la lampe de poche dessus. Ses yeux s'écarquillent quand il réalise qui c'est. Sung-jin appelle sa sœur décédée. La créature a le dos tourné et commence à lui faire face, jusqu'à ce que son visage complètement zombifié soit révélé. Choqué, le garçon tombe au sol. La fille morte appelle le nom de son frère. Terrifié, le garçon demande si c'est vraiment elle, et la créature lui dit de se lever rapidement. Sung-jin fait ce qu'elle a demandé mais continue à demander si c'est vraiment elle. L'esprit lui dit de chercher, et le garçon suppose qu'elle veut dire les pièces et lui dit de ne pas s'inquiéter. Seol, ouvre sa bouche horrible faisant déborder plus de liquide de manière grotesque. Effrayé par la vue, il dit qu'il fera n'importe quoi pour la sauver. Et le fantôme l'appelle simplement en lui disant qu'il est à elle. Avec des larmes de sang, elle dit qu'elle l'aimera toujours. Puis le garçon quitte la pièce. Son expression est très sérieuse, et il est déterminé à faire tout ce qu'il faut pour ramener sa sœur. Sung-jin est à l'entrée des toilettes des filles, un endroit qu'il n'a pas encore fouillé, et il pense qu'il ne trouvera probablement rien. Le garçon dirige sa lumière vers le fond du couloir. Puis il commence à s'éloigner des toilettes, mais soudain, il s'arrête. Son esprit est perturbé, pensant qu'il doit faire tout ce qu'il faut pour sauver sa sœur. Pendant ce temps, dans la pièce 3-1, Sammi demande si Joo Seol va vraiment chercher la fille. Il dit qu'il reviendra dès qu'il aura trouvé Yoon Seori et Sung-jin. D'un ton froid, Sammi dit que s'il est le chef, il suivra. Mais un cri terrifiant les surprend soudainement. Tous les trois regardent par la fenêtre. Sung-jin voit quelque chose de vraiment horrible. Ça lui fait tellement peur qu'il laisse tomber son téléphone. Le trio court pour l'atteindre, et Joo Seol demande ce qui s'est passé. Toujours effrayé, le garçon ne peut que bégayer le mot Nema. Alors que les gars entrent dans les toilettes, Sang-a demande au garçon s'il parle de sa sœur. La voix d'un des gars effraie Sang-a. Dans les toilettes, il trouve Yoon Seora allongé sur le sol et gravement blessé. Sang-a enlève rapidement sa chemise et en déchire des morceaux avec ses dents. Elle dit que la fille mourra s'ils ne font rien. Désespéré, Sammi demande quoi faire et où trouver une salle médicale pour la soigner, et la femme dit qu'ils doivent trouver quelque chose. Mais il ne sait pas quoi chercher puisqu'il n'y a rien autour. Puis Sung-jin dit qu'il devrait y avoir de l'alcool dans le laboratoire de sciences. Cependant, le garçon dit qu'il y a un problème. Inquiet, Sung-jin demande immédiatement ce que c'est. Le garçon évoque sa sœur, et Joo Seol comprend rapidement que lorsqu'ils ont mentionné les morts, ils parlaient de ceux qui sont morts là. Mais Sang-mi leur rappelle qu'ils ont été avertis d'être prudents mais affirme que le garçon va bien, et l'autre dit que c'est parce qu'ils sont frères et sœurs. Sung-jin défend sa sœur, disant qu'elle ne fait de mal à personne et qu'il n'a trouvé Nuna que parce qu'elle lui a demandé de chercher. Seol pense toujours que c'est dangereux. Sang a dit que l'alcool ne suffira pas et qu'ils doivent se préparer au cas où elle entrerait en état de choc. Désespéré, Sammi demande comment il ferait cela puisqu'il n'y a pas de pharmacie à proximité. Malgré la situation, Joo Seol reste calme et dit qu'il y a un moyen. Puis il se souvient de la roulette. Le téléphone de Sammi vibre, signalant un message. Les serrures de la porte du 6e étage ont été désactivées, ainsi que les barreaux du 2e étage. Le portail sera généré dans 30 minutes. C'est Sammi qui passe à l'action et dit qu'il a une idée. Ils vont à la bibliothèque, et les pièces sont utilisées sur la roulette. Un objet roule. Cette fois, c'est un désinfectant. Ils gardent l'objet de guérison pour eux. Sammi dit qu'il portera ça pour l'instant, et Joo Seol lui demande d'y aller pendant qu'il en prend quelques autres. L'homme dit qu'il livrera le médicament, et que s'il ne revient pas dans 2 minutes, quelque chose a dû lui arriver. Mais Joo Seol ne semble pas s'en soucier beaucoup. Alors le gars part. Seul, le jeune homme se demande ce qui ne va pas chez lui. Mais pour lui, ce sont des étrangers, et peu importe qu'ils vivent ou meurent. L'image de sa bien-aimée apparaît dans son esprit, demandant comment il a fini ainsi. Il soupire et remet les pièces dans la machine à roulettes. Le garçon parvient à récupérer une bonne quantité de médicaments, mais son expression est assez triste. Inquiet, Joo Seol pense que plus de 2 minutes se sont écoulées. Il descend ensuite les escaliers et trouve un groupe rassemblé. Cela le rend curieux de savoir ce qui se passe. À l'entrée de la pièce 3-1 se trouve Kang Seol et son groupe. L'homme l'accueille. Remarquant son approche, Sang-mi dit que c'est un sort de refus d'entrée. Les deux disant un seul mot, Joo Seol s'avance. Il donne un coup de poing, frappant un bouclier magique. Tenant un objet, Kang Suk dit que c'est inutile. Il dit qu'il l'a activé avec un parchemin spécial, donc personne ne peut entrer sans sa permission. Joo Seol demande s'il a ouvert la porte du 6e étage, et il confirme. Puis il demande pourquoi. Se moquant de lui, Kang Suk demande quelle raison il pense avoir eu de le faire. Joo Seol suppose qu'il a dû avoir du mal à payer le billet puisque les deux avec des cartes ont collecté la plupart des pièces. Cela déclenche une pensée chez le garçon. Il se souvient que Yoon Seol a été blessé. Souriant, Kang Suk dit qu'il avait besoin de 2 conditions pour que tout fonctionne, et cela n'a fonctionné que parce que Joo Seol a quitté le quartier général. Le garçon ne dit rien,
et Kang Suk dit qu'il était sûr qu'il partirait plus qu'un saint ne resterait pas là à regarder. Le regard de Joo Seol est menaçant. Cependant, le groupe ne semble pas intimidé. Du couloir sombre, un cri se fait entendre, effrayé. Tout le monde réalise que c'est le monstre en liberté. Joo Seol dit qu'il n'atteindra pas le 6e étage si le monstre les atteint mais je suis inquiet. Kang Suk montre un autre parchemin. Le garçon à la casquette supplie d'être autorisé à entrer. Il dit qu'il n'a rien fait de mal, et Joo Seol pense qu'il insinue qu'il l'a fait. D'accord avec lui, Kang Suk dit qu'il pense probablement que c'est injuste. Il accorde donc l'autorisation d'entrer aux trois. Les trois se regardent, méfiants de tout et de tous. Mais sans hésitation, ils courent à travers la barrière et entrent directement dans la pièce. Le reste à l'extérieur pendant qu'ils sont protégés. Mais heureusement, Joo Seol est reconnaissant d'être venu préparer. Sortant quelque chose de sa poche, il sait qu'il n'a pas d'autre choix que d'y mettre fin. Pour le provoquer, Kang Suk demande ce que lui et Sammi ont l'intention de faire. Joo Seol est simplement attentif à tout ce qui l'entoure. Il met sa main dans la poche de son pantalon, mais quand il la sort, elle est vide, surprenant Sammi, qui s'attendait à une sorte d'arme. Cette fois, Kang Suk se moque de Sung Jin, lui demandant si le garçon veut juste être dévoré comme sa sœur. Il dit même que le garçon va faire pleurer sa sœur et qu'elle doit mourir d'envie d'être sauvée par lui. Puis il se concentre sur Sammi et dit qu'il a déjà tout fait et demande pourquoi il s'inquiète pour Joo Seol puisqu'il est un gars réaliste. Il ajoute que personne ne les blâmera. C'est une question de vie ou de mort. Les deux échangent des regards en considérant leur choix. Sang-men s'excuse auprès de Joo Seol, et lui et Sung Jin acceptent l'offre. Les deux entrent enfin dans la pièce 3-1, mais Sang et YOS et Aura sont toujours à l'extérieur. Elle devient la prochaine cible de Kang Suk, et il lui demande ce qui lui a pris, que retirer son pantalon suffisait à la transformer en exhibitionniste. Puis il dit que c'est une blague. L'homme dit qu'il a réalisé qu'elle essayait d'arrêter le saignement et considère un acte admirable, puis demande si elle sait qu'elle pourrait attraper froid comme ça. Juste après, il retire sa veste et la lui offre. Cela laisse Sang complètement choqué par son geste. Texte. Kang Suk dit qu'elle peut entrer aussi. Depuis le portail de la pièce, Sang la regarde, lui faisant un signe. La femme se lève du sol, et elle est la prochaine à traverser le bouclier. Tendant la veste, Kang Suk dit qu'elle a fait le bon choix. Sang tend la main pour prendre la veste, mais Kang Suk la retire soudainement et la tire dans ses bras. Il lui dit de se taire, affirmant qu'elle savait ce qui arriverait en choisissant ce camp. Cela ne lui plaît pas, et elle essaie de dire quelque chose. Mais il lui demande si elle préfère retourner de l'autre côté, donc tout ce qu'elle peut faire est d'accepter. Kang Suk sourit de la facilité avec laquelle elle a cédé et demande à Joo Suk ce que ça fait d'être abandonné. Le provoquant, il lui demande si le grand niveau or ne va rien dire, puis dit que c'est dommage et qu'ils ne sont plus sur Terre. Et personne ne saura jamais même s'il joue le bon samaritain. Son attitude change, et Kang Suk attrape Seyang par les cheveux. Il dit qu'elle n'est qu'un exemple de quelqu'un qui s'est accroché à Joo Seol pour en profiter, et maintenant le jeu a changé. L'homme se fiche que les faibles aient besoin d'aide et demande si toutes les personnes fortes sont mauvaises et toutes les faibles bonnes. Kang Suk dit que peu importe qui gagne ou perd, et que Seol est morte même si elle avait du bronze, tandis que Sang est arrivé jusqu'ici. Seol répond simplement que la victoire est la victoire, et Kang Suk est d'accord, disant qu'il est plutôt intelligent. En tant qu'homme, il suggère qu'il laisse le passé derrière eux et recommence. L'homme tend alors la main. Cependant, il veut des excuses et affirme que son nez lui fait encore mal depuis qu'il a été frappé. Cela rend Joo Seol très pensif. Il ferme alors les yeux. Kang Suk dit qu'il ne demande pas grand-chose, juste des excuses. Cela devrait suffire pour qu'ils soient amis. Mais la seule réponse de Joo Seol est de lui dire d'aller en enfer. Cela le met en colère. Une explosion de lumière explose derrière lui. Kang So se tourne rapidement pour voir ce que c'est. Min Woo semble avoir été frappé par quelque chose. L'homme s'effondre inconscient sur le sol. Aucun d'eux n'a vu ce qui s'est passé, ce qui rend tout plus terrifiant. Lentement, Sang-mais commence à apparaître. Tenant la barre de fer, il dit que c'est l'heure du spectacle. Puis il assomme le prochain voyou. Kang So regarde rapidement vers la chaise. Désespéré, il essaie de courir vers elle, mais la chaise commence lentement à disparaître jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse complètement, le laissant effrayé et confus. Il est le prochain à être frappé. Cette fois, c'est Sung Jin qui l'a fait. En colère, la fille demande qui il pense être pour dire de mauvaises choses sur sa sœur. Cela rend Kang Suk encore plus furieux. Il menace alors d'éliminer tout le monde. Son prochain mouvement est d'essayer d'activer le parchemin, mais Sung Jin se précipite pour l'arrêter. Elle lui écrase la main avec son talon. Tout en l'écrasant, elle dit qu'elle n'a jamais rencontré de sa vie quelqu'un d'aussi terrible et pervers. Puis elle vise entre ses jambes. Elle l'atteint là et dit qu'elle n'a jamais rencontré quelqu'un comme lui. Sang le regarde alors. Finalement, Kang Suk est assommé par son coup. Soudain, un changement se produit sur le terrain. Mais Joo Seol veut juste comprendre ce que tout cela était. C'est Sammi qui explique qu'il a utilisé un sort déguisé et qu'il leur a donné un signal avant d'entrer, et heureusement, ils l'ont tous les deux remarqué. Il reste silencieux. Sammi demande s'il pensait vraiment avoir été trahi, mais le jeune homme dit qu'il n'en est toujours pas sûr. L'homme veut alors lui demander quelque chose. Sammi dit qu'avant que tout commence,
il a remarqué que Ji-woo était sur le point de saisir un orbe magique, mais qu'il a ensuite abandonné. Il veut comprendre pourquoi. Mais alors Ju-seol dit qu'il voulait le voir de ses propres yeux, même si ce n'était qu'une seule fois. Cela laisse tout le monde confus. Puis il dit qu'il voulait simplement voir comment il se comporterait lorsqu'il serait acculé, et sans assuré d'être testé. Le jeune homme hausse simplement les épaules. Sammi demande s'ils ont réussi. En réponse, Ju-seol sourit simplement, et ils éclatent tous de rire. Cependant, cela ne dure pas longtemps car Ju-seol capte un bruit venant des escaliers. Le jeune homme regarde en arrière et Sammi, inquiet, demande ce qui se passe. Quelque chose monte les escaliers. C'est le monstre à la large bouche. Tout en portant Yoko Seora, Sammi dit à tout le monde de se dépêcher. Ju-seo a l'air ennuyé à la perspective d'un autre combat. Mais bientôt, la porte de la pièce de base est fermée. Il regarde à travers la fenêtre. Les pas lourds se font entendre. Le monstre regarde dans chaque pièce à la recherche de ses victimes. Il trouve bientôt la pièce 3-1. La dame en rouge demande si elle ne peut vraiment pas entrer, et Sang-A lui dit de se taire. Le monstre trouve quelque chose de très intéressant. Il voit Min-woo inconscient sur le sol, puis la créature le dévore juste devant tout le monde. La porte de la pièce 3-1 est ouverte. Tremblant de peur, Kang-suk implore de l'aide. Personne ne bouge, se demandant s'il devrait le faire ou non. Il est déjà presque désespéré sur le sol jusqu'à ce que quelqu'un s'approche de lui. C'est Sang-A, toujours furieuse de tout ce qu'elle a vécu avec lui et de mon désir d'aider. Elle lui donne un coup de pied, essayant de le repousser. Cependant, Kang-suk attrape son pied. Son attitude le met en colère même avec le danger à l'extérieur. Sang-A ne comprend pas ce qu'il essaie de faire jusqu'à ce qu'elle soit tirée au sol. Les deux sont traînés par le monstre, et tout le monde continue de regarder ce qui se passe. Sang-A lutte pour que Kang-suk la lâche. Il est satisfait de l'avoir piégé là, jusqu'à ce que son sourire s'estompe. C'est son tour d'être dévoré par le monstre, qu'il continue de la tenir. Kang-suk déclare qu'il n'y a aucune chance qu'il soit éliminé seul. Ses yeux perdent toute vie. Le monstre le dévore encore plus, mais sa main continue de piéger Sang-A là. Elle lutte désespérément pour se libérer. La dame en rouge regarde et dit que la même chose lui arrivera si elle reste dehors. Sung-jin attrape une serpillière, ne voulant pas rester là à regarder. Sammi comprend qu'il veut aider mais lui dit de ne pas utiliser quelque chose d'aussi inutile. Du coin de l'œil, il remarque Ji-seol fouiller dans son sac. Le garçon est plongé dans ses pensées. Pendant ce temps, le monstre à l'extérieur continue de mâcher, et Sang-A crie désespérément à l'aide. Les deux hommes vont vers elle. Elle tend la main pour les attraper. Ils s'accrochent à elle et utilisent toute leur force pour la tirer. Les deux étaient presque entraînés avec elle. Même avec leurs efforts, le monstre est trop fort. Un craquement se fait entendre lorsque la mâchoire de la créature se referme, libérant la seule chose qui reste de Kang-suk. Tout le monde tombe au sol, mais le monstre est déjà prêt pour son prochain repas, la bouche grande ouverte. Sammi donne le signal, et Ju-seol se prépare. Profitant de la bouche ouverte, il lance l'orbe. À l'intérieur du monstre, tout commence à bouillonner. Plusieurs explosions commencent à se produire. Le monstre se débat, frappant tous les murs. Une autre grenade est lancée sur lui. Elle atterrit directement sur ses points de minuterie, provoquant une explosion en forme de filet au-dessus du monstre, qui se retrouve piégé dans un piège. Seol se prépare ensuite pour le coup final. Il lance une autre de ses orbes, qui se synchronise avec la minuterie et explose au-dessus du monstre. Des gouttes comme de la lave commencent à tomber. Le monstre hurle de douleur alors que le liquide brûlant le brûle. Petit à petit, il commence à fondre jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de la créature qui est morte aussi cruellement qu'elle a traité ses victimes. Tout le monde est bouleversé par la scène, et Sang-A pense que c'est fou et est surpris que le garçon ait réussi à le faire. Sang-A dit qu'il est incroyable d'avoir pu faire tout ça avec juste quelques orbes magiques. Mais Ju-seol dit qu'il a juste eu de la chance d'avoir un bon combo disponible. Le monstre est complètement vaincu, et tout ce qu'il peut penser, c'est que le guide avait raison quand il a dit qu'il s'en sortirait facilement s'il travaillait en équipe. Le garçon se tourne en sentant une tape dans le dos. Sammi dit que ce n'est pas grave, et que le résultat seul est déjà un miracle, et le jeune Sung-jin célèbre d'être d'accord avec ça. Même sans beaucoup d'émotion, Ju-seol pense qu'il a raison. Mais il remarque alors que l'homme plus âgé a disparu, et tous les autres détournent le regard sans donner de réponse. Alors Sammi dit qu'il cherche probablement encore des pièces pour ramener sa famille et apaiser la culpabilité qu'il ressent. Ju-seol continue juste à fixer. Pendant ce temps, le vieil homme cherche encore des pièces. Un bruit vient de derrière lui. Ne comprenant pas, il se retourne, et ses yeux s'écarquillent devant ce qu'il voit. Ce dont il est témoin est la chose la plus terrifiante. Sa femme décédée porte sa propre tête, tandis que sa fille rampe comme un bébé zombie. Tombant au sol, il dit qu'il avait tort et qu'il va les sauver. Il supplie sa femme et sa bien-aimée Ejin, mais apparemment, ils ne sont pas là pour lui pardonner. Ju-seol est assis, la tête baissée, à l'un des bureaux pendant que Sang-A dévore sa nourriture en arrière-plan. Somnol, il se lève en réalisant que tout est lumineux maintenant, puis regarde l'horloge sur le mur. Il a demandé des nouvelles des autres, et Sang-A dit qu'ils sont partis à la recherche du trésor. Le garçon demande si Yoon-seoro est aussi parti, et l'homme dit que la fille n'a qu'un bras blessé, pas ses jambes, et même Sung-jin est sorti. Puis il demande des nouvelles de Sang-A,
et Sammi dit qu'elle est allée aider les deux. Et cette fois, Jibo Seol demande des nouvelles de lui. L'homme dit que quelqu'un devait le surveiller, et Seol se souvient qu'il reste encore 3 heures avant la fin de l'heure des morts. Sammi dit que les morts ne feront plus peur maintenant qu'ils se sont occupés du spectre et demande ce qu'il va faire puisqu'il a toutes les pièces. Jiwoo Seol réfléchit à ce qu'il va faire. Puis il quitte la pièce. Après avoir payé 100 pour le péage, il reste au garçon 785 pièces et il ne sait toujours pas à quoi les utiliser. Il monte la dernière marche de l'étage et tombe immédiatement sur Sung-jin qui arrive en courant, effrayé. Les deux faillirent se cogner l'un contre l'autre. Le garçon s'excuse, et Ju Seol dit que ce n'est pas grave et lui demande s'il a eu de la chance dans sa recherche de pièces. À moitié embarrassé, il répond qu'il n'en a eu que pour son propre passage, et Seol dit tristement qu'il doit partir. Ju Seol murmure ensuite à lui-même que plus une personne est désespérée, plus elle devient impulsive, et plus elle est impulsive, moins elle est consciente de son environnement. Il attrape ensuite les 2 pièces qui étaient là, surprenant le garçon. Les jetant à Sung-jin, il lui dit d'y aller, laissant le garçon confus. Puis il dit qu'il devrait aller chercher ce trésor. Les deux sont de retour dans la bibliothèque. Ju Seol dit qu'il fera ce qu'il peut mais ne fait aucune promesse. Avec ses 800 pièces, il dit que la résurrection devrait être répertoriée comme un objet spécial, il devrait donc pouvoir faire tourner la machine 2 fois. Sung-jin ne peut penser qu'à sa sœur. Mais dès qu'ils ouvrent la porte, il réalise que quelqu'un utilise déjà la machine. C'est Yo Seol qui utilise ces pièces. Inquiet, Yo Seol demande si elle se sent bien. Mais la fille les regarde simplement avec des yeux larmoyants. Puis Sung-jin offre ses pièces. Le jeune homme observe et réalise qu'elle ne peut même pas bouger son corps correctement. Yo Seol tremble beaucoup, à peine capable de porter les pièces. Même fermer ses mains semble difficile. La fille a toujours l'air gravement blessée. Sung la regarde avec une profonde tristesse. Mais touchant son épaule, Yo Seol lui rappelle qu'ils ont aussi des choses à faire, et que tout cela va prendre du temps. Les pièces sont en train d'être placées, totalisant 299 jusqu'à présent. Puis ils atteignent 300 pièces. Sung-jin fait tourner l'appareil et attend avec impatience de voir ce qui tombe de la machine. Le prix est un stylo plume appelé le stylo de la conscience fluide. Mais ce n'est pas ce dont ils ont besoin, et Jifu Seol dit qu'il a encore une chance. 300 autres pièces sont insérées dans la machine. Cette fois, Jifu Seol fait tourner l'appareil. Une étrange boîte tombe au sol. Les deux se regardent, confus alors qu'elle s'ouvre. À l'intérieur se trouvent plusieurs orbes magiques de différentes couleurs. Ju Seol suggère qu'il jette un coup d'œil. L'orbe est une bombe de lumière, et une autre gèle tout ce qu'elle touche. Cependant, aucun d'eux n'est ce dont ils ont besoin, et le jeune homme exprime son regret. Sung-jin dit que ce n'est pas grave que sa sœur comprenne, mais Seol se lamente qu'ils doivent traverser ça. Quelqu'un attrape la manche de la chemise de Ju Seol et demande s'il cherche la potion de résurrection. Cela les surprend tous les deux. Yo Seol radie à Sung-jin qu'elle a entendu dire qu'il lui avait sauvé la vie la nuit précédente. Il mentionne son bras blessé, mais elle dit que c'est un objet inutile pour quelqu'un qui est encore en vie. Ju Seol se contente de regarder, ne voulant pas prendre part à la conversation, et le pauvre Sung-jin ne sait pas quoi faire. Elle lui tend simplement la potion et lui souhaite bonne chance, s'éloignant pendant que le garçon la remercie. Ju Seol la remercie également, et Yo Seol s'arrête à mi-chemin du couloir. La fille dit qu'ils sont quittes maintenant, et avec cela, le jeune homme pense qu'au fond, elle est une bonne personne. Pendant ce temps, Sung fixe intensément la potion. Les conditions pour l'utiliser sont uniquement sur les morts, une partie du corps, et l'annulation de la mort par spectre. Ils en ont obtenu 2, mais il leur manque toujours une partie du corps. Puis Sung-jin se souvient comment il peut résoudre ce problème. Il court au laboratoire scientifique, et Ju Seol n'arrive pas à croire qu'ils soient restés au même endroit. Dès qu'ils arrivent, ils sont choqués par ce qu'ils voient. Sung-jin n'arrive pas à croire que sa sœur ait fait ça, et Seol dit qu'il la connaît mieux que quiconque. Ju Seol se souvient qu'ils ont mentionné que les morts étaient hostiles, et que Seol devait être un cas spécial. Le garçon semble comprendre ça. Et dans ce cas, Seol demande si cela pourrait être la famille de l'homme qui a fait ça. Et sur ce, Sung-jin déclare qu'il ne se mariera jamais. Changeant de sujet, Seol demande ce qu'ils vont faire concernant sa sœur. Le garçon trouve étrange qu'elle ne soit plus là et suggère de chercher ailleurs, et Seol dit qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Il lui rappelle ensuite la condition, qui est d'avoir une partie du corps, et dit au garçon de vérifier l'heure. Le temps des morts se termine à midi, et Ji Seol dit que sa sœur va bientôt disparaître. Sammi s'étire pour faire une pause. Par la fenêtre, il voit Ji Seol courir. Il demande ce qui se passe, et l'autre jeune homme demande s'il a vu la sœur de Sung-jin. Sang cherche des pièces quand la porte s'ouvre, la surprenant. C'est juste Sammi qui dit qu'elle n'est pas là, et la femme demande qui n'est pas là. Il dit qu'il cherche Ji Seol. Les trois partent ensuite à sa recherche, Sammi et Sang. Ils entrent chacun dans une pièce différente. Seul Ju Seol reste là, immobile, et quand ils partent, il demande s'ils ont trouvé quelque chose. La femme croit que Ji Seol n'est pas au 4e ou au 5e étage. Elle suggère un étage inférieur ou un autre bâtiment puisqu'il n'y a aucune règle qui dit qu'elle ne peut apparaître que là où le trésor est généré,
et Sam lui demande déjà de se calmer. Pendant ce temps, Ju-seol pense à utiliser sa capacité, mais le problème est que la fille n'a aucune malice, il y a donc de fortes chances qu'elle devienne verte. Désespéré, Sammi demande quoi faire puisqu'il ne reste que 17 minutes. Sammi suggère à Seol d'aller à l'auditorium car c'est le plus rapide, et l'autre le rappelle que c'est l'endroit où elle a perdu la vie. Il dit à Seol de retourner au parking souterrain si elle n'est pas là, et qu'il commencera à chercher dans la salle des professeurs du bâtiment principal. Sam demande ce qu'elle doit faire, et il lui dit d'aller au 5e étage, de parler à Sung-jin et de les attendre sur le pont. Avec assurance, elle dit qu'elle va faire ça. Pendant ce temps, le jeune Sung-jin cherche sa sœur. Sam a fini par le trouver, comme elle l'avait dit qu'elle le ferait. Puis elle lui demande s'il l'a trouvé, et il dit tristement non, se sentant comme un échec. La dame en rouge demande comment il ne l'a toujours pas trouvé même avec autant d'aide. Le garçon tourne son visage, et elle lui demande de la regarder, se demandant s'il l'ignore. Sam lui demande de le laisser tranquille et dit qu'il ne cherche même pas des pièces, et la dame demande ce qu'ils font alors. Sung-jin explique la raison, et grossièrement, elle demande pourquoi il cherche une fille qui est morte dans l'auditorium. Les deux se regardent alors, et d'après l'expression du garçon, tout ce qu'il veut, c'est de l'aide pour dire ce qui doit être dit. Sam pense qu'ils ont déjà des ennuis et que tout aide est la bienvenue à ce stade. Puis la femme commence pendant que le garçon baisse la tête. À la fin de l'explication, la femme demande s'il cherche l'esprit de Iseola. Sagina confirme et lui demande de les informer dès qu'elle la trouve. Mais soudain, l'expression de la femme devient aigre. Les deux autres se montrent et demandent ce qui s'est passé, et elle nie qu'il se soit passé quoi que ce soit. Elle veut seulement savoir pour les pièces, et ils disent qu'ils n'en ont pas trouvé. Pendant ce temps, la fille est curieuse, voulant comprendre pourquoi les autres sont si pressés. La dame en rouge dit qu'elle n'a pas de temps à perdre et qu'elle n'a pas l'intention de dire à qui que ce soit si elle trouve Iseol. Pendant ce temps, Ju-seol court vers l'auditorium en appelant la fille. Il ne trouve que le silence et le corps gisant sur le sol depuis l'attaque du jour. Quelque chose rampe derrière le garçon. Restant alerte, il remarque rapidement et regarde en arrière. Les corps tombés des morts commencent à se relever. L'un d'eux crie que Seol doit mourir. Les autres qui se lèvent répètent la même chose. Tous se tiennent autour du garçon, prêts à attaquer. Jibo Seol leur dit de ne pas s'approcher, affirmant qu'il n'a rien à voir avec eux. Mais malgré tout, ils ignorent son avertissement. Jurant, le garçon serre fermement la barre de fer. Sans douleur ni once de pitié, il assomme l'un, puis charge sur les autres. Même en se défendant, il y en a trop, et il continue de venir. Alors il regarde vers le trou fait par le monstre. Il commence immédiatement à courir dans cette direction. Pendant ce temps, sur le pont qui relie les deux bâtiments, Sam m'y attend, visiblement inquiète. Au même moment, Sung-jin court également à l'extérieur du bâtiment. Malheureusement, il n'a aucun succès dans sa recherche. Au loin, Sam court également. Il a demandé pour Seol, et la femme dit qu'elle ne l'a pas vu. Il lui rappelle qu'il reste moins de 5 minutes, tandis que le jeune Sang-jin pleure sa sœur, se demandant où elle est allée. D'en haut, Sam regarde le garçon avec déception. Puis elle se souvient de la personne qui est allée au 6e étage. Le garçon pleure encore plus, et Sam se souvient du 6e étage. Sans attendre, un autre Sung-jin court, ignorant les autres qui l'appellent. Il court à la recherche de sa sœur, ouvrant la grande porte. Le garçon est accueilli par une lumière vive qui l'aveugle presque. Seol, est à côté du portail bleu brillant. Sans hésitation, le garçon court l'embrasser, juste à temps pour que les autres arrivent. La scène est assez bizarre pour eux, et Sung-jin demande à sa sœur d'attendre encore un peu pour qu'elle puisse être ravivée. Elle ne comprend pas, et il explique qu'il va le faire avec la potion de résurrection. Malgré la scène émotionnelle, Sam se souvient de quelque chose. Il crie qu'ils n'ont plus de temps. Immédiatement, lui et Sam y crient pour Ju-seol. Pendant ce temps, le garçon court pour sa vie. Malgré tout, la horde de morts-vivants le poursuit, mais pas assez pour échapper à la bombe, qui explose bientôt, les réduisant tous en poussière. La préoccupation de Seol est de rattraper rapidement Sung-jin. Il court à travers le champ ouvert sans savoir où sont allés les autres avec seulement une minute restante. Ju-seol ouvre la porte vitrée. Ses yeux essaient de repérer quelque chose, mais il n'y a personne. Juste avant l'arrivée de Ju-seol, le fantôme de Seol essaie de convaincre son frère qu'il peut vivre même sans elle. Mais avec des larmes dans les yeux, le garçon supplie sa sœur de ne pas le quitter. Sammi et Sam, je regarde la scène. Déjà sans espoir qu'il puisse faire quoi que ce soit. De retour à l'arrivée de Seol, il réalise finalement quel est le problème. Le groupe est séparé, debout sur le toit de l'autre bâtiment. Il ne reste que 10 secondes, et Sammi pense qu'il n'y a rien à faire même si le garçon s'est montré. Mais Ju-seol sait qu'ils sont allés trop loin et n'est pas prêt à ce que tout se termine comme ça. Il se souvient que Sung-jin a dit qu'il l'accepterait s'ils échouaient, mais Seol n'acceptera pas cela. Le garçon commence alors à reculer. Tout le monde regarde, et Sam demande ce qu'il essaie de faire. Mais Ju-seol n'a pas l'intention de rester là à regarder. Avec seulement 10 secondes restantes, il commence à courir après avoir reculé sur une bonne distance. À 9 secondes, il active la capacité de vision future. À 8 secondes, il saute. Tout le monde regarde avec émerveillement,
ressentant même un certain danger. À 5 secondes, il atteint l'autre côté. Avec 4 secondes restantes, il court vers elle. À 3 secondes, il ouvre la potion. Un spectre rose émerge de la bouteille. Avec seulement 2 secondes restantes, la lumière frappe le corps sans Vidi Viola. Elle est illuminée par une forte lumière rose, tandis que tout le monde regarde sous le choc, également éclairé par la lueur du spectre rose. La jeune fille est soulevée dans les airs, et quelque chose arrive à la jeune Iséol. Seonjin regarde sa sœur avec inquiétude alors qu'une petite lumière rose brille sur sa poitrine. Son cœur recommence à battre, et elle brille encore plus d'une lumière si vive qu'ils doivent détourner le regard. Le spectre se répand dans toute la zone et brille jusqu'au ciel. Iséol garde les yeux ouverts pour voir ce qui se passe. Lentement, la jeune fille est ramenée au sol jusqu'à ce qu'elle tombe dans les bras de Séol. Iséol ouvre les yeux, un peu confuse. Elle ne comprend toujours pas ce qui se passe jusqu'à ce qu'elle réalise qui la tient. Embarrassée, la jeune fille s'éloigne de lui tandis que les autres regardent avec étonnement. Mais elle n'a pas le temps de réfléchir quand Seongjin serre sa sœur fort dans ses bras, et elle demande comment elle a atterri là. Sans demande si elle ne se souvient de rien et, confuse, la jeune fille se souvient seulement du moment où le monstre est apparu dans l'auditorium. Sans remarque que Joo Seol n'a pas l'air très bien. L'aidant à rester debout, l'homme explique qu'elle est morte et que Seol l'a sauvée. Lui donnant un léger coup de coude, Sanga dit qu'elle a failli avoir une crise cardiaque à cause de lui, et épuisé, le garçon esquisse un petit sourire en s'excusant. La chasse au trésor est terminée. Derrière eux, une voix les félicite d'avoir terminé les missions et suppose que tout le monde est maintenant présent. Avec une salve d'applaudissements, Anne a officiellement annoncé l'achèvement du tutoriel de la zone 1. Seo se souvient que certaines personnes sont toujours portées disparues, mais Anne dit que ce n'est pas une course pour voir qui arrive, bien qu'il n'ait pas toute la journée. Soudain, la porte du toit s'ouvre. Seyun Seora, extrêmement fatigué et toujours affecté par ses blessures. Il envoie un sac de pièces et de main car le péage sera prélevé au moment de l'entrée. Sans à l'aide pendant que Seol pense à la façon dont elle a dû collecter toutes les pièces à nouveau et regrette de ne pas avoir offert son aide. Cela provoque la panique de Seongjin, se souvenant du péage pour sa sœur. Mais le bon samaritain Joo Seol lui dit de ne pas s'inquiéter car il a des pièces supplémentaires. YAE Seol, les yeux heureux de recevoir de l'aide une fois de plus. Jusqu'à ce que le trio se présente et que la dame en rouge demande s'ils seront aidés aussi. La femme a l'air irritée et Seol ne semble pas non plus enchanté. Les deux garçons le supplient de l'aide, disant qu'ils seront éternellement reconnaissants. Sammi dit qu'ils sont tous des ordures et demande à Seol s'il va vraiment leur en donner. Même San a dit qu'il ne devrait rien leur donner. Cela met en colère la dame en rouge, qui lui dit de se taire, affirmant qu'elle ne lui parle même pas. S'approchant de Seol, la femme dit qu'il n'a même pas besoin d'aider les deux autres, et s'il le fait juste pour elle, elle lui garantit qu'elle le traitera très bien. Laissant tout le monde sous le choc, il demande combien de pièces ils ont besoin. Les deux filles ont besoin de 30 pièces chacune, tandis que l'autre jeune garçon n'en a besoin que de 25. Seol montre à Iséol un sac de pièces, disant que c'est le montant nécessaire pour le péage, ce qui rend la jeune fille reconnaissante. Cela lui en laisse 85, et la femme dit que c'est suffisant pour les aider. Mais alors Seol fait un geste étrange et jette le sac de pièces de l'autre côté. Avec cette agitation, les pièces se dispersent dans l'air. Cela met la dame en rouge encore plus en colère. Mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, San lui dit de se dépêcher car il semble qu'ils n'attendront pas beaucoup plus longtemps. La femme regarde le seau de Jobu avec irritation. Puis, tous les trois se précipitent pour essayer de rassembler les pièces à temps, en riant. San a dit que ce qu'il a fait était incroyable, mais ensuite elle remarque quelque chose dans ses mains. Seol dit qu'il n'en a jeté que 80, et ce qui reste est une sorte de frais pour quand quelqu'un les met en danger et que quelqu'un d'autre doit faire un sacrifice. Anne sourit à cela et le voit comme un pas de plus vers la vraie terre. Puis il attire l'attention de tout le monde, prêt à commencer la distribution des points. Pendant ce temps, le trio court en essayant de collecter les pièces. Les deux filles se disputent, essayant de se mettre devant l'autre. Le garçon leur dit d'arrêter en disant qu'il y a un montant exact pour les trois. Agacée, la fille demande d'où lui vient cette confiance en pensant qu'ils vont réellement trouver toutes les pièces. La dame en rouge pense à quel point la fille est stupide de parler sans même être sûre que Seol a jeté les 85 pièces. Anne commence à annoncer leur réalisation. La jeune YOS ira à 317 points. Ensuite, Yin s'en met avec 302 points. Le jeune YO Seongjin a 114 points. Shine San avec ses 116 points. Niseol a avec 46 points, en tenant compte de sa performance dans l'auditorium. Et puis il dit qu'il pensait qu'il allait mourir en calculant les points, et que rien de tel ne s'était jamais produit auparavant, révélant les 350 points de Joo Seol. Tout le monde autour de lui célèbre joyeusement la victoire des garçons, bien qu'il semble un peu dépassé. Mais avant parle à nouveau et dit que ce n'était que le score pour la phase dans l'auditorium. Il soupire, se préparant à ce qui va suivre. Pour tout ce que le garçon a fait depuis la mission, le piège dans la phase, le sauvetage de ses amis et bien d'autres choses. Son score final surprenant est de 2150. Tout le monde est laissé sans voix par la révélation. Cependant, Anne dit que ce n'est pas encore fini. Avec l'ajout du multiplicateur 10x, le total des points de survie est de 21 500 cents, le plus élevé de l'histoire.
Aucun d'eux ne peut rien dire. C'est Sammy qui demande s'il est heureux, et Seol réalise qu'aider les autres rapporte des points, comprenant pourquoi Anne l'a aidé lorsque l'alerte d'attention est apparue. Puis Sammy demande où ils utiliseront ces points. La seule chose que Anne répond est qu'ils le découvriront une fois qu'ils seront arrivés. L'homme dit ensuite à Seol qu'il doit être très heureux et dit qu'il pourrait même utiliser la boutique VIP. Anne donne juste un avertissement qu'une telle boutique existe et lui rappelle de ne pas oublier le papier qu'il a ramassé. De retour au trio, tandis que les autres cherchent, la dame en rouge croit que cela ne mènera nulle part, mais considère la possibilité qu'il pourrait les